Un portail de haut rang a été envahi, et un groupe de héros d'élite a été envoyé pour traquer l'intrus. Un gamin a été trouvé se promenant tranquillement dans un endroit rempli de monstres de haut rang. Les héros se sont approchés du garçon et lui ont demandé sa carte d'identité de portail. Cette version Wish de Sung Jin-woo a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Le garde lui a dit de quitter le portail, mais le garçon a juste tourné le dos en disant « Essaie un peu, connard ». Les héros ont été choqués par son culot, ont sorti les menottes et ont essayé de l'arrêter. Mais le garçon a serré le bras du blond sans effort et si fort qu'il a fait pleurer le héros au sol de douleur. Les autres gardes ont dû sortir leur matraque magique pour essayer de l'arrêter, mais l'intrus apparaît avec un minimum de mouvement. Un héros a essayé de lui donner un coup de pied à la tête, mais ça n'a absolument rien fait. Il a riposté avec un coup de genou dans les côtes du héros qui le laissera définitivement paralysé. Il ne restait plus que le chef, et quand il a regardé le garçon, il a vu un flou suivi d'un coup de poing direct dans le ventre. Le héros abasourdi se demande qui est ce gamin. L'intrus a attrapé le chef par le visage et l'a jeté à travers la forêt. Le garçon l'avertit calmement que la prochaine fois qu'ils enverront quelqu'un après lui, il y aura des funérailles. Mais ce que les héros ignoraient, c'est que ce garçon est tout sauf normal. Il y a quelques années, un guerrier a vaincu le vilain qui avait détruit son monde en brisant le joyau sur le cou du monstre, mais il perdait aussi connaissance. Avant de mourir, il a trouvé un garçon nommé Seo Do-jin, un enfant au bord de la mort demandant une dernière chose, que sa grand-mère et sa demi-sœur Yoon-yoon soient protégées. Le blond, qui avait été trahi des milliers de fois, a failli dire non, mais il a ressenti la sincérité de ses mots et a accepté. Quand le héros se réveille, il est dans le corps de Seo Do-jin. Il est maintenant le dieu de l'épée, piégé dans un corps faible avec seulement 10% de sa force d'origine. Dans un monde où les portails et les monstres apparaissent depuis 10 ans, tandis que des héros certifiés contrôlent tout. Sans enregistrement officiel, il a envahi les portails juste pour voir à quoi ressemblait ce nouveau monde. Les monstres, beaucoup trop faciles. Les agents d'élite venus l'arrêter, ils ont pris une telle raclée qu'ils feront des cauchemars à son sujet. Ce garçon autrefois de Baran, aujourd'hui personne ne peut lui toucher un cheveu. De retour à la réalité de Seo Do-jin, le protagoniste a découvert que le garçon avait laissé un vrai bazar derrière lui. Il essayait de vendre les pierres magiques obtenues en tuant des monstres, mais on lui réclamait une taxe délirante quand deux colosses sont apparus à la porte arrière pour lui voler ses pierres. Sans aucune peur, il a endormi ses 3 bébés. Avec juste lui et le vendeur dans la pièce, la commission est passée de 40 à 15%. En rentrant chez lui avec une grosse liasse de billets, il a inventé une histoire pour sa grand-mère et sa sœur et a commencé à réfléchir au plan pour tenir sa promesse à Seo Do-jin. En quittant la maison, il tombe sur 2 usuriers, venus recouvrer les 48 millions de dettes que le Seo d'origine avait laissé derrière lui. Le protagoniste a pris une grande inspiration et a lancé un coup de poing fulgurant, l'autre voyou n'a même pas compris ce qui venait de se passer. Seo a laissé l'autre partir indemne et a envoyé un message au chef pour lui dire qu'il venait le chercher. Plus tard, Seo a utilisé l'argent pour emmener sa sœur déjeuner. Une femme est arrivée sur place et a été complètement choquée car elle ne s'attendait pas à le voir en vie. Mais après avoir discuté, alors qu'elle s'éloignait, elle ne comprenait pas comment il avait pu sortir de la zone de faille où elle l'avait jeté pour qu'il meure. Le lendemain, le protagoniste a pris un taxi et s'est rendu au repère des usuriers pour régler la dette. Le chef était furieux de le voir après qu'il ait tabassé ses hommes de main. Le protagoniste dit que tous les hommes de main sont faibles. Le chef s'est encore plus irrité de son audace, et tous ses hommes se sont levés pour l'encercler. L'un d'eux n'a pas pu se retenir et a foncé sur le garçon, mais s'est pris un coup de poing en plein visage qui a laissé tout le monde sous le choc. Ensuite, le protagoniste a cessé de se retenir et a commencé à tous les tabasser sans aucune pitié. Maintenant que tout le monde est au sol, Seo a dit qu'il voulait une carte d'identité enregistrée prête pour demain. Le chef est terrifié par ce qu'il vient de voir, mais Seo a trouvé toute cette situation étrange et a demandé si c'était une femme rousse qui avait commandité son meurtre. Au début, le gars n'a rien dit. Mais après que Seo lui ait pressé l'épaule, il a craqué et a craché toute la vérité. Ils étaient censés le tuer et maquiller ça en suicide. Seo lui a tourné le dos et s'est éloigné. Le lendemain, avec sa carte d'identité en main, il a traversé le portail de Banseo. À l'intérieur de ce portail, il a dû affronter des serpents venimeux géants avec ses gantelets à griffes. Le boss du portail était plus coriace qu'il n'y paraissait. Il a tout essayé, mais rien ne pouvait percer ses écailles jusqu'à ce qu'il trouve une vieille épée apparue sur le sol. Et avec cette épée, il a mis fin au combat, tranchant le monstre en morceaux et abattant le boss avec une facilité déconcertante. Waouh! Il ne s'attendait pas à ce qu'un portail de Rambé prenne autant de temps. Retrouver ses forces est la priorité. Heureusement que ses vieux amis ne l'ont pas vu dans cet état. En ville, un homme vend ses pierres et apprend que la commission est de 40%. Il se plaint que c'est beaucoup trop et qu'il vend toujours ici. Ne pourrait-il pas avoir une réduction? L'acheteur explique qu'ils sont les moins chers, vu que l'équipe du portail prend déjà 5%. Comme ça, la personne n'a rien à payer en plus. Ensuite, l'homme accepte et demande ce qui est arrivé à son visage. Le gamin dit qu'un psychopathe a tabassé tout le monde. Le mec au bandana répond que le vrai talent compte plus que les rangs. Quelqu'un qui garde un magasin n'a pas la puissance d'un héros chasseur. Il propose également d'aider le gamin s'il en a besoin. Puis Célie entre dans le magasin. L'employé hurle que c'est Célie qui l'a frappé, mais le gars au bandana a du mal à y croire.
Il dit qu'un héros ne frappe pas des civils innocents. L'employé sait que le gars est un vétéran de 7 ans et qu'il connaît beaucoup de monde. Comme toujours, Célie lui dit de dégager et lui demande s'il essaie de venger le gamin. Le vétéran sait que l'une des principales causes de mort chez les héros, ce sont les combats entre héros. Alors il dit qu'il est occupé et qu'ils se reverront plus tard. Sully dit que l'employé s'est plaint de lui, puis lui jette un sac de pierres et lui dit de faire le calcul. Ce sont des pierres de haut niveau d'une valeur totale de 150 millions, ce qui n'est rien pour le protagoniste. Le petit malin dit qu'ils doivent ajouter la commission, et Sully lui lance un regard terrifiant. Puis il sourit et dit que le montant moins 15% est de 148 500 000 $. L'employé s'imagine en train de hurler que la commission est de 40% et de frapper le héros, mais il se contente de dire que les grosses transactions nécessitent l'approbation d'un superviseur. Célie lui dit d'obtenir l'approbation tout de suite, ce qu'il fait en appelant son patron. Le protagoniste écarte le téléphone de son oreille et dit de lui ordonner de débloquer l'argent. Le patron demande à reparler à l'employé. Le téléphone est jeté contre le mur avec une telle force qu'il y reste incrusté. Le gamin veut son argent. Il l'obtient et dit qu'il espère que la prochaine fois ce sera tout aussi bien. 10 minutes plus tard, le patron débarque en demandant pourquoi le gamin ne répond pas au téléphone. L'employé dit qu'il démissionne parce qu'il n'en peut plus. L'homme appelle une certaine Yin Joyon et lui dit de venir immédiatement. Quand elle arrive, on découvre qu'elle est la 4e héroïne de rang S la plus forte de Corée. Le propriétaire du magasin est son oncle, et maintenant toute cette situation avec le héros forçant la vente de pierres va être réglée. De retour chez lui, Seo réalise que même en chassant toute la journée, il ne gagne que 100 millions. À ce rythme-là, il sera trop tard. Il doit nettoyer des portails de rang S. L'important, c'est de retrouver son ancienne force. Mais ce n'est pas comme dans son ancien monde. Le mana dans l'air est rare, et ça pourrait prendre plus de 3 ans. Un bon équipement aiderait, mais il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Le sol commence à trembler et entraîne Nyung à l'intérieur. Sa grand-mère demande si c'est un tremblement de terre, mais c'est en fait bien pire. Une faille s'ouvre. Il leur dit de rester en sécurité et pénètre dans l'anomalie. À l'association des héros, on informe le chef qu'une nouvelle faille a été détectée à Mapo après 63 jours. La guilde du Lion Blanc est la plus proche, il décide donc de les contacter. Ils se rendent aussi compte qu'elle se trouve dans l'arrière-cour d'une maison, ce qui pose problème. Car si un civil y entre, ils doivent attendre qu'il en ressorte. Et si la personne meurt, c'est encore pire. Car une vague de monstres se produit tous les 10 jours, ce qui ravagerait Séoul. Ils savent que Seo y est entré pour sauver sa petite sœur, et comme il n'est pas un héros, il y a de fortes chances qu'une vague se produise. Pendant ce temps, on est joue et confuse par toute cette histoire d'éveil que le chauve lui a expliqué. Elle entre dans une rage folle et demande ce quoi fait Kang Cholwo. Elle veut que Kang comprenne bien que s'il ne parvient pas à tuer Seo, il devra rembourser 10 fois ce qu'il a touché. Mais le chauve lui explique qu'une faille s'est ouverte chez le gamin et qu'il y est entré. On semble apaisé maintenant qu'elle sait qu'elle ne reverra plus jamais ce sale gosse. À l'intérieur de la faille, le protagoniste réalise qu'il s'agit de la forêt de Petit Soie, où il venait tout le temps quand il était enfant. Comme il connaît le chemin, il se dirige vers l'arbre-monde, qui renferme un mana pur et fluide. Son ancien monde a été détruit car cet arbre a été brûlé, corrompant ainsi le mana. Notre héros va donc pouvoir récupérer son mana. Il y est resté 3 jours sans manger ni boire, a simplement respiré, puis d'horribles monstres sont apparus, les Volcana, ceux-là même qui ont brûlé l'arbre par le passé. Ce serait vraiment utile si notre gamin avait une épée d'élément en ce moment. Mais peu importe, car il s'apprête à tailler toutes ces immondes créatures en pièces. Xiaobei tend la main et se prépare à libérer son mana. Le mana condensé jaillit sous forme de QI et explose. Ça faisait longtemps qu'il n'y était pas allé aussi fort d'un seul coup. Les monstres ne sont pas idiots, alors ils s'en prennent aussi au gamin. Mais le protagoniste ne plaisante plus avec toute cette puissance. Les bêtes sont déchiquetées par le mana condensé, tombent en poussière et seules les pierres magiques subsistent. Une fois qu'il les aura toutes achevées, il devrait obtenir la braise éternelle. C'est assez commun chez elles. Voyons combien elles vont en lâcher. Et Seo continue de se battre sans relâche pour protéger l'arbre-monde. À la fin, il obtient la braise et l'écrase dans sa main. Ce serait bien de puiser davantage de mana de l'arbre, mais avec ce corps, c'est impossible. Il peut tout de même absorber la braise et convertir ce mana en statistique de feu. À l'époque, il n'avait même pas besoin de faire ça. Maintenant, il lui faut 10 minutes rien que pour en absorber une seule. Seo va le faire avec autant de braise que possible. À l'extérieur de la faille, le héros Bang Song-woo est furieux de la situation. Kim Yang-woo lui explique que le gosse voulait juste sauver sa sœur, mais l'autre pense avoir entendu une rumeur. Qu'il est facile de s'éveiller à l'intérieur des failles et qu'il n'a pensé à personne d'autre. S'il voulait mourir, il aurait dû y aller seul. Le maître de guilde leur a dit à tous les deux d'attendre la vague. Il semble que des failles soient aussi apparues aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, en Turquie et en Suisse. C'est la première fois qu'une telle chose se produit, mais les premières phases sont sous contrôle là-bas. Seule la Corée est foutue à cause de Seo. Quand il sortira, Bang va s'occuper de lui. Ça fait 28 jours, et l'association des héros a annoncé l'arrivée d'une vague de niveau 1. Si Seo ne sort pas d'ici 2 jours, il est mal barré. Pendant ce temps, le patron des usuriers, Wang Cheng-seo, réalise que c'est l'idiot qui a tabassé tout le monde la dernière fois. Il demande à son assistant quelles sont les chances que le gamin s'en sorte vivant,
et la réponse est moins de 1%. Mais la vérité, c'est que les idiots de l'association n'ont pas les mêmes infos que Wang. Seo s'est probablement éveillé, mais même ainsi, il est difficile de dire s'il survivra. Le patron sait qu'être bon bagarreur et survivre dans une faille sont deux choses différentes. Il sait aussi que le gosse a une famille dont il faut s'occuper. Si le héros meurt, ils vendront ses organes. S'il survit, ils diront qu'ils les protègent tous les deux et leur colleront une dette sur le dos. Pendant ce temps, près de l'arbre monde, Seo ne sait même pas combien de temps s'est écoulé. Il a déjà absorbé des centaines de braises. Maintenant, il peut utiliser le mana de feu quand il le souhaite, et sa résistance au feu a aussi monté en flèche. Dans l'attribut du feu, il est plus fort que lorsqu'il était le dieu de l'épée, alors il remercie l'arbre. Il récupère ses pierres et lui promet de le protéger. Finalement, il quitte la faille, mais il n'y a personne dans un rayon d'1 kilomètre. Tout le monde a évacué à cause de la vague. Seo ressent une aura plus puissante dans cette direction. Il se met à courir et aperçoit Bang et Kim de dos. Il les jauge à leurs vêtements et comprend que ce sont les mêmes gars de la dernière porte. S'il se fait attraper, ce sera un énorme problème. Il ne perd donc pas de temps et tire une décharge de flamme au loin. Elle explose et attire leur attention. Une maison s'enflamme et c'est la panique générale. Seo aime à quel point le feu est propre et précis. Son ami Cusack aurait admiré ça. Il était le plus puissant mage de feu du continent. Ensuite, Kim remarque que la faille se comporte bizarrement. Il court pour vérifier, et elle est littéralement en train de disparaître, pendant que Seo s'échappe avec ses pierres magiques. Aux informations le lendemain, tout le monde est choqué par la disparition de la faille. Les gens supposent que Seo est mort, mais lui craint de ne plus pouvoir revoir l'arbre monde. Notre héros arrive à Yongdongpo. Deux ordures discutent du fait que, puisque le gosse est mort, la vieille et la petite sont les prochaines, ce qui est dommage car la petite sera jolie en grandissant. C'est alors que le protagoniste débarque en demandant où est leur patron et les terrifie à mort. L'idiot arrive au bâtiment, discutant de sa routine quotidienne avec son assistant. Mais au moment où il ouvre la porte, il voit ses hommes de main se faire littéralement massacrer. Seo lui ordonne de ramper vers lui comme un chien, en sueur. Le type se laisse tomber au sol et commence à ramper. Le jeune homme lui dit d'aboyer, car une ordure de son espèce ne mérite pas d'être traitée comme un humain. Wang se met à aboyer, et Seo déclare que devant lui, ils font les soumis, prêts à lui donner leur foi. Mais à la moindre ouverture, ils le poignarderont dans le dos, et il demande au patron s'il croit vraiment que c'est la première fois qu'il a affaire à des déchets pareils. Wang implore sa pitié et jure de le servir loyalement, mais il ne récolte qu'un coup de pied dans le menton. Seo dit à l'homme à lunettes qu'il est désormais le chef, et qu'il ne devrait pas servir des merdes inhumaines comme eux. L'assistant répond que son patron a des relations. Que s'il devient soudainement le chef, les gens vont trouver ça bizarre. Alors le gamin réplique qu'ils sont spécialisés pour jeter les gens à la mer et les broyer à la décharge. S'ils ne font pas ce qu'on leur dit, Seo les jettera dans une porte pour servir de repas aux monstres. Il demande à nouveau pitié. Pendant ce temps, Seo pense qu'il serait plus simple d'en finir avec Wang pour s'éviter des ennuis plus tard. Il tend la main, puis le patron s'excuse. Mais quand il regarde en bas, tout est en feu. Seo affirme que si un seul membre de sa famille a la moindre égratignure, tout le monde sera massacré. Ils doivent les protéger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le lendemain, tout le monde agit comme si le gosse était pratiquement mort. Il sait que se montrer ne causera que des problèmes. Wang va leur trouver un nouvel endroit où vivre, et Yoon en est ravie. Elle va à l'école maternelle, mais elle ne le veut pas car les autres enfants se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de parents. Alors Seo décide que la petite fille n'a pas à y aller. Elle pourra tout simplement commencer l'école l'année prochaine. Il pense qu'il vaut mieux l'envoyer dans une école privée d'élite où personne ne pourra dire du mal d'elle. Et l'assistant déjanté emmène la grand-mère et la petite fille passer la nuit dans un motel. Le gars à lunettes explique que l'entreprise gère ce motel, donc c'est sûr. Il se souvient de la petite fille folle de joie de le revoir et de sa grand-mère l'air soulagée. Au restaurant, Yoon demande si son grand frère est un héros, mais elle espère que non, car les héros combattent des monstres et meurent parfois, et sa grand-mère et elle le veulent à leur côté pour longtemps. Même dans le monde brutal d'autrefois, il y a eu des humains qui ont survécu jusqu'à la toute fin. Pendant les batailles, beaucoup a été perdu, mais aujourd'hui, une chose précieuse qu'il avait oubliée est de retour. En ce lieu, on peut vivre tout en protégeant un bonheur simple. À l'association des héros, Nat Wang, le fondateur, demande s'il n'y a vraiment rien à découvrir. Son assistante répond que non, ce qui le frustre, car si la faille a disparu d'elle-même, elle pourrait tout aussi bien réapparaître d'elle-même. La femme affirme qu'avoir une telle variable est dangereux. Peut-être que ce serait mieux si c'était une vague. Ta Wang s'énerve et rétorque que pour la sécurité des gens, c'est un soulagement qu'on ne soit pas arrivé là. Il fait partie des 100 héros les plus respectés au monde. S'il se présentait à la présidence, il gagnerait haut la main. Mais être président ne l'intéresse pas. Ce qui lui importe, c'est la sécurité des gens et la préparation aux failles. Ta Wang lui dit d'enquêter davantage, et elle mentionne que les habitants de la maison de la faille ont accepté de la vendre. Ils offriront un prix élevé pour apporter au moins un peu de réconfort à quelqu'un qui a perdu sa famille. L'apparition de cette faille dans d'autres pays n'est pas normale. Au moins, la Chine et les États-Unis ont gardé la situation sous contrôle. Mais le Royaume-Uni rencontre des problèmes car les bons héros sont partis vers d'autres failles. Au moment même où il finit sa phrase, il reçoit une notification indiquant que la vague du Royaume-Uni a commencé. Plus tard,
Xiaobei entre dans la boutique pour vendre des pierres, et l'employé panique. Il crie au gérant pour lui demander qui est ce type, et le gérant se lève. Le gamin dit qu'il est arrivé au moment parfait car il a beaucoup de pierres à vendre et veut quelqu'un de plus expérimenté. Mais le gérant refuse de faire affaire avec lui, pensant que ce sont des pierres de mauvaise qualité. Il explique qu'une commission aussi basse est une perte énorme pour eux et qu'il y a une raison pour laquelle le centre du portail prend 5%, puis le gérant ordonne au gamin de dégager. Mais Salb ouvre son sac à dos et montre les pierres. Ils sont choqués de voir une pierre de héros valant littéralement le prix qu'il fixera. Au Mexique, le baron de la drogue Kurzaman broyait des pierres magiques pour fabriquer de la drogue. Et quand le pouvoir s'est activé, il s'est éveillé en tant que héros, cette pierre est donc célèbre pour être indispensable. C'est un objet d'énergie ultra luxueux et rare. Saob annonce qu'il s'en va puisqu'ils n'en veulent pas, mais maintenant le gérant est intéressé. Le gérant affirme qu'une commission de 0,5% est trop élevée, mais le gamin répond juste que s'ils n'en veulent pas, tant pis. Le héros dit qu'il est agacé, et le gérant s'excuse, mais il en a marre et veut juste savoir s'ils les prennent. Puis le gars à lunettes commence à beaucoup trop parler, alors Saobei se retourne et se dirige vers la sortie, mais le gérant le supplie pour une commission de 9%. Puis 8%, car son patron le tuera s'il la prend. Ensuite, il demande 76%. Alors Seo dit qu'il la maintient à 1%, et il ajoute qu'il a 7 autres sacs à dos exactement comme celui-là. Le jeune homme gagne donc 67 milliards 1, réalisant que la maison de ses rêves est bientôt à sa portée. Mais le problème, c'est que les portails ne suffisent pas pour obtenir des pierres de haute qualité, et il ne peut pas entrer dans les failles. Puis son téléphone vibre, et il y a une notification concernant une vague au Royaume-Uni. À l'époque, peu importe le pays, il y serait allé et aurait scellé les failles. Mais le gamin ne vit plus comme ça aujourd'hui. Maintenant, il est de sortie au restaurant avec sa famille. Sa grand-mère trouve que c'est beaucoup trop cher, mais Seo lui assure qu'il a gagné plein d'argent. Yoon-jae adore la nourriture, alors le garçon en recommande encore plus, ce qui agace un peu la vieille dame. Tout est délicieux, et tout le monde est heureux. Mais cela ne dure pas longtemps car Yoon-jae Yeon fait son apparition. Elle s'approche et demande si elle peut glisser un mot rapide au héros. Il lui répond qu'ils pourront discuter après le dîner. Yoon-jae se présente, et le gamin l'ignore royalement. Elle reste donc plantée dehors, frustrée, pendant que tout le monde chuchote à son sujet, elle, l'une des 10 plus belles héroïnes au monde. Cela fait 2 mois qu'il est entré dans cette faille et en est ressorti vivant alors qu'il avait été déclaré mort. Qu'un éveillé atteigne le rang S en moins de 2 mois est étrange. Normalement, cela prend des années. C'est impossible que ce soit réel. Ce gars doit avoir une autre compétence unique. Le dîner est terminé, et Yin est toujours là, mais quelqu'un d'autre attend également. Kang Chol-woo, furieux que le gamin soit toujours en vie. Seo ignore le type et se dirige vers la fille aux cheveux violets. Il annonce qu'il va écouter ce qu'elle a à dire, mais d'abord, il a besoin que Yin appelle un taxi pour ramener sa famille, car il a un problème à régler dans l'immédiat. L'héroïne installe sa famille dans un taxi et leur dit de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, à l'intérieur, Kong a déjà reçu un coup de poing au visage, et une employée lui dit qu'il ne peut pas faire ça ici, et la pauvre fille se fait gifler aussi. Le type est complètement détraqué, assoiffé de sang. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Seo assène un coup de poing en plein visage au blond. Le plus sérieusement du monde, le héros demande si Kong est celui qui l'a enfermé dans le portail et laissé pour mort. L'ordure rétorque qu'il n'a rien à dire à un type abandonné par son père et dont la belle-mère veut la mort. Seo commence à filmer Kong et lui dit de le répéter. Le poing de l'homme, d'apparence à peine humaine, s'enflamme alors qu'il arme son bras pour frapper. Il traite même la mère de Seo de salope, mais se couvre de ridicule car Seo bloque simplement l'attaque, et Kong vole à la renverse, sous le choc de ce qui vient de se passer. Seo prépare immédiatement une contre-attaque. Sans la moindre hésitation. L'employé essaie d'appeler la police, mais Yeon apparaît et déclare qu'elle s'en occupe. Pendant ce temps, le héros est littéralement en train de massacrer Kong à coups de poing. Yeon est choqué car le gars est de rang B et se fait absolument anéantir. Même si Seo était de rang A, ça ne devrait en aucun cas être aussi facile. Yin dit que si ça continue, le gamin va tuer Kang, alors il arrête de frapper. Elle demande ce que le plus jeune sait sur Chulwoo, et Seo répond qu'il en sait assez. La fille explique que son cousin est Kang Yong-pyo, un rang S. Le jeune homme dit qu'il le sait et demande quel est le problème. Yin est stupéfaite de voir à quel point il semble se ficher des conséquences. Elle explique que Showo fait ce qu'il veut parce que Junpyo le protège. Ce que fait Seo est dangereux. Le protagoniste se contente de sourire, et l'héroïne lui demande s'il n'a pas peur. Mais Seo est dérangé par le fait qu'elle en sache autant sur sa vie. Alors Yin explique que c'est son oncle qui l'a envoyé, le gars qui achète les pierres magiques, et elle veut en acheter aussi. Elle ajoute qu'elle achètera tout ce qu'il a, mais Seo précise que ça fait beaucoup. Mais le gamin ne réalise pas que la fortune d'un héros de rang S défie toute imagination. Alors il lui suggère de simplement le déposer, une chose qui ne devrait rien coûter à Yin Joyin. Ensuite, nous voyons Oneju péter les plombs après avoir découvert que son beau-fils est en vie. Son larbin chauve explique que même l'association des héros le croyait mort, et ajoute que Kang s'est fait tabasser par Seo Dojin. On réalise alors que le sale gosse doit savoir quelque chose. Si son père ou son mari l'apprennent, ce sera un énorme problème. Et si les médias le découvrent, le cours des actions du groupe va s'effondrer. Elle ordonne au chauve d'intercepter les médias et de faire taire la police immédiatement, mais il l'a déjà fait.
Pourtant, ce n'est pas une vraie solution car le cousin de Kang est Yun-pyo. Chulo est considéré comme un déchet même dans le monde des héros. Ce n'est qu'un pion qui fait le sale boulot. Yun-pyo déclare que si la police et les médias s'en prennent à Kang, cela donnera aussi une mauvaise image de son cousin, alors l'aîné a agi. On ne veut trouver le type, et elle a demandé une rencontre au plus vite. Elle parle aussi de la trahison du président Hwang Chang-seop quand il a pris soin de la famille de Seo. La femme fait convoquer le procureur Park et veut lui faire payer de l'avoir abandonné. En tout, il y a 37 failles en Corée, et 5 d'entre elles se sont transformées en portail. Pour les autres, seuls les héros affectés peuvent y entrer. Yun Chae et un groupe se dirigent vers l'une d'elles. Le gamin remarque qu'il n'y a qu'une seule entrée. Et même s'il sait que c'est la fille aux cheveux violets, ils ont quand même tout vérifié et revérifié. L'héroïne de rang A, Ju Min-ju, trouvait ça bizarre qu'elle ait suggéré d'entrer dans une faille plus tôt, et Yun répond que c'est juste plus amusant. La condition de Seo était qu'elle le laisse entrer dans une faille. En échange, il vendra toutes les pierres au prix du marché. De cette façon, il gagnera encore plus d'argent. La fille pense que c'est une folie d'y aller juste pour ça, mais elle laisse passer car elle a besoin de la pierre du héros. Zong demande si ce type est son petit ami. Agacée, Yun répond qu'elle a juste une dette envers lui et qu'elle va la régler. Mais la conversation est coupée quand quelque chose les attaque par au-dessus. C'est un immense cocatrix, et Yun ordonne à Jinju et Doyon de tenir la défense, et à Seung-go de viser la patte de la créature. Seo décide d'attaquer seul et s'élance d'un seul bond. Son poing est en feu, prêt à frapper. Et à la surprise générale, le coup atteint la bête en plein visage, et elle meurt sur le coup. Mais Seo n'est pas satisfait et piétine violemment le monstre. Zong demande qui est vraiment ce type, et Yun répond que c'est juste un humain très fort. Mais la fille demande combien de héros peuvent abattre un cocatrix en un seul coup. L'héroïne affirme que même sa sœur ne peut que le renverser, mais le gamin n'y croit pas. Yun décide donc de changer de plan. Elle va foncer vers le centre très rapidement. Mais d'abord, elle s'approche de Seo. Il précise d'emblée qu'il ne partagera rien avec ceux qui n'ont pas aidé, mais elle lui dit que ses capacités ne seront pas utiles ici. Il doit aller plus en profondeur, et il sourit, trouvant l'idée amusante. Yun dit qu'elle connaît bien l'endroit, alors elle va ouvrir la voie, et il devra la suivre. Puis elle s'élance à une vitesse folle. Seo part juste derrière elle. Il plaisante en disant que si elle est une balle, il est la lumière. L'équipe est laissée sur place, et John réalise que les rangs à côté des rangs S ne sont que du menu fretin. Pendant ce temps, Yun se retourne et ne voit pas Seo, alors elle se demande si elle devrait ralentir. Mais, en réalité, il est juste à côté d'elle et lui dit d'aller plus vite. Elle est choquée car elle est la deuxième personne la plus rapide de Corée. Seo admet qu'elle est plus lente que ce qu'il espérait et qu'elle courait comme si elle essayait de le semer. Puis ils aperçoivent le boss de la faille sur cette montagne. Yun explique qu'il s'appelle Kizerion, un monstre massif de 20 mètres, un peu comme une wyvern. Il faut au moins 3 héros de rang S pour l'abattre. Ensuite, Seo demande si le monstre possède la pierre magique Songson, celle du plus haut niveau, et elle acquiesce. Paniquée, Yun lui demande s'ils sont sérieusement à monter là-haut car elle ne l'a pas amené ici pour faire une connerie. Et à sa grande surprise, le gamin part en courant. Elle lui court après, et il se dirige vers la montagne de Kizerion. Juste après ça, on ne voit plus que le monstre vaincu au sol, et Yun est sans voix. La bête est d'une puissance inouïe. Même Park Yeol, un héros de rang S, y est allé avec 30 rangs A, et tout le monde est mort sauf lui. Plus tard, pour se venger, il a ramené un autre héros de rang S et 200 rangs A. Finalement, il a réussi à chasser Kizerion, mais la plupart des héros sont morts, et la super guilde de Park Yeol a mis plus de 3 ans à s'en remettre. Seo souligne que Yun n'a rien fait, ce qui la frustre. Malgré cela, elle n'arrive pas à croire qu'elle vient de voir le grand Kizerion se faire abattre d'un seul coup, et que le gamin a récupéré une immense pierre magique sur le monstre. Puis il dit à Yun qu'il n'a plus besoin d'aide. Dorénavant, il ira seul. Mais Yun précise qu'il y a d'autres choses utiles sur le cadavre, comme les plumes et les griffes. Le protagoniste répond que ça ne vaut pas grand-chose. Il est plus rentable de récupérer des pierres sur d'autres monstres, et elle peut garder tout ça. À la fin de la journée, l'équipe remarque que Seo est revenu avec un sac à dos géant rempli de pierres magiques. Il leur aurait fallu 3 jours entiers de chasse ininterrompue pour en obtenir autant. Bouleversé, John se rappelle que son ami lui a dit qu'il avait vaincu Kizerion en solo. Cela fait de lui le héros le plus fort de Corée, et peut-être même du monde entier. Pendant ce temps, le gamin rapporte encore plus de pierres magiques. Personne ne les croirait s'il racontait ça, et l'équipe commence à s'imaginer que les deux tourtereaux flirtent. Ils feraient un couple mignon, mais Seo la traite mal, chose que Zhang n'aurait jamais cru possible. De nulle part, le gamin s'en va, sans même dire au revoir, laissant les sacs à dos derrière lui. Shang lui a dit qu'une fois que les gens sauront pour Kizerion, le héros va devenir ultra célèbre. Et Seo ne veut pas s'en mêler, alors il a laissé la fille aux cheveux violets s'en occuper. Tout le monde est choqué, surtout Shang. En ville, Park Yeol s'entraîne comme un forcené. Son assistant lui dit d'y aller doucement, et Park répond qu'il fera taire tous ceux qui l'ont méprisé. L'assistant continue de flatter son ego, affirmant que personne ne comprend mieux que lui la stratégie pour vaincre Kizerion. Et un jour, il sera reconnu comme le héros ayant abattu la bête avec la plus petite équipe. Mais par rapport à il y a 3 ans, l'influence de sa guilde a beaucoup chuté. Malgré tout, il reste confiant. Ailleurs,
Kang Young-pyo raconte comment son cousin a essayé de tuer Seo dans le portail, mais qu'à la place, le gamin s'y est éveillé, et que tout ça était à la demande de Madame Hong Hye-ju, qui est incroyablement riche. L'assistant lui explique que le garçon est son fils illégitime, et qu'à sa naissance, elle l'a mis à la porte. Apparemment, les liens du sang n'ont pas tant d'importance dans le monde des riches. Kang découvre aussi que son cousin a touché 3 milliards pour ce boulot, puis s'est fait tabasser et a fini paralysé. L'assistant ajoute que tout son corps est couvert de cicatrices, et qu'il est aveugle. Il a survécu de justesse. Kang dit que si c'était lui, il mettrait le gamin en pièces. Son gars continue de l'informer. Yin a aidé Seo, ce qui rend Kang furieux. Nerveux, l'assistant précise que grâce à sa déclaration à la police, toute l'affaire a été étouffée. Kang s'emporte et exige de savoir immédiatement quelle est la relation entre ces deux-là, et quel accord ils ont passé. Le héros sait que Hong va venir le chercher pour faire ce que CHULO n'a pas pu accomplir. Avec un regard étrange, il ajoute que la madame a beaucoup d'argent. Ailleurs, Seo marche et réfléchit, comme il s'y attendait, une faille est plus rentable qu'un portail. Le plus ennuyeux, c'est qu'il devra compter sur l'aide de Yin. Elle a dit que si elle vendait les pierres de Kizerion, les gens devineraient qu'il a tué et commenceraient à douter de ses capacités. Les médias deviendront fous, il vaut donc mieux les cacher pour l'instant. Seo sait qu'il devra trouver un autre moyen d'accéder aux failles, mais pour le moment, il va se reposer à l'endroit que Wang a préparé pour lui. Mauvaise nouvelle, il y a un tas de chaussures à l'entrée. Ce n'est pas bon signe. À l'intérieur, plusieurs hommes l'attendent. L'un d'eux se présente comme le procureur Park Shaolung de Séoul et demande au gamin s'il connaît Wang Chang-seo. Seo est en garde à vue pour avoir participé à un réseau illégal d'usuriers. Notre protagoniste est menotté à une chaise pendant que Park parle au téléphone, affirmant que Wang et Seo ont coopéré. Il les remercie d'avoir pris en charge les études de sa fille, révélant ainsi ses liens avec Hong. Ensuite, le blondinet lâche qu'il est devenu procureur pour séparer les ordures de la société du reste des gens. Toujours assis là, Park déclare qu'au vu des charges, le gamin va pourrir en prison pendant 10 ans, et qu'il a déjà rassemblé assez de preuves pour le faire tomber. Mais Seo reste de marbre. Ça met Park dans une rage folle. Il insulte Seo et lui demande s'il a l'air de bluffer. Le plus jeune lui demande si c'est cette garce de Hong Hye-ju qui tire les ficelles. Park joue les idiots et demande de qui il parle. Seo réalise que du côté de Wang, c'est déjà plié. Il a tout accepté en silence, trop terrifié à l'idée de faire des vagues. D'un ton menaçant, Park lui demande s'il prend les procureurs coréens pour des guignols. Seo le foudroie d'un regard encore plus meurtrier. Park sursaute, mais encore plus agacé, il menace de gifler le gamin. Soudain, la porte s'ouvre et quelqu'un réclame le procureur. Heureusement pour Seo, le détecteur de héros l'a classé comme un simple civil. Peut-être que les infos sur son éveil étaient fausses. Park sait qu'il est impossible qu'une enquête du groupe Tin se trompe, et le fait que Seo connaisse l'existence de Hong Hye-ju est suspect. Maintenant, le gamin comprend pourquoi on surnomme les procureurs sud-coréens les chiens enragés. Il vaudrait peut-être mieux tout réduire en cendres et s'enfuir loin d'ici avec sa grand-mère et Yoon-young, mais soudain, Yin entre dans la pièce. Elle demande pourquoi il est là, mais il n'en sait trop rien lui-même. Elle lui explique que s'il utilise la force maintenant, les conséquences seront désastreuses. Ensuite, Seo demande si elle compte l'aider, mais Yin sait pertinemment qu'il n'a rien fait de mal. Porteur de fausses accusations est un crime, et elle sait qu'il a été piégé. Il vaut donc mieux régler cette histoire au plus vite. La fille aux cheveux violets annonce que l'association des héros va lancer une enquête et qu'elle va traquer les héros sans licence. Mais Seo s'inquiète pour sa famille, ce qui agace Yin. Après tout, elle n'est pas sa secrétaire. Malgré tout, elle cède et lui assure qu'elles vont bien toutes les deux, et qu'il n'y a aucune raison de s'en faire. Il la remercie en promettant de lui revaloir ça, et Yin affirme que ce sera réglé en un clin d'œil. Cela dit, sa méthode ne consistait pas à prouver l'innocence de Seo, puisque Park a été renvoyé pour corruption. Le gamin aurait dû être sanctionné pour avoir agi sans licence, mais grâce à Yin, il s'en est tiré avec une simple mise à l'épreuve. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, un monstre à 4 yeux crachant un venin mortel s'attaque aux civils. Seo dit que c'est un Macassian, ce qui choque Yoon, car c'est un nouveau monstre et seule l'association est censée connaître son nom. Les pierres de bête contiennent de l'énergie condensée ainsi que des données uniques sur le monstre, comme son nom. Sur Terre, tout est régi par la science, mais dans son monde en ruine, tout fonctionnait à la magie. Vu que les monstres apparaissent dans les deux mondes, Seo connaît le nom de la plupart d'entre eux. Il explique qu'on peut abattre le Macassian rapidement avec de l'extrait de fourmi à fleurs rouges, précisant que c'est inoffensif pour les humains, mais fatal pour la bête. Si on les en asperge, ils deviennent incapables de sauter. Corien demande juste ce qu'est vraiment Seo Dojin, et le gamin l'ignore, demandant simplement ce qu'il se passerait s'il tuait Hong Hye-ju. Chez elle, la femme se ronge les ongles en réalisant que la situation lui a complètement échappé. Le chauve ignore la nature de la relation entre Seo et Yin, ni même comment ils se sont rencontrés, et la femme veut aussi comprendre pourquoi le morveux n'est pas classé comme héros alors qu'elle a appris son éveil. L'homme en costume suggère qu'il possède peut-être une capacité capable de brouiller le détecteur. Hurlant de rage, on ordonne d'engager Kang Young-pyo pour 30 milliards. Chez lui, l'assassin rétorque qu'il le fera pour le double, sachant pertinemment qu'elle n'a pas d'autre choix. Et, honnêtement, une telle somme n'est même pas un problème pour elle. Après tout, il va devoir affronter Yin,
qui est de rang S. Son assistant lui rappelle qu'elle est puissante, mais Kang affirme qu'il peut la plier en 20 minutes. L'homme l'interroge sur l'association, et l'autre lui répond que le Royaume-Uni refuse d'augmenter la prime après avoir annoncé publiquement recruter des héros, ce qui met Kang dans une mauvaise passe puisqu'il ne peut pas vraiment refuser pour une histoire de salaire. L'assistant l'informe qu'il doit partir dans 3 jours avec des héros japonais. En y réfléchissant, Kang aborde le sujet du Macassian. S'il découvre son point faible, sa cote va exploser. En Angleterre, les héros font tout ce qui est en leur pouvoir pour repousser les monstres. Malheureusement, les créatures sont beaucoup trop fortes, et ils sont en grande difficulté. Mais sans information claire, ils sont complètement impuissants face à cet ennemi inconnu. Et maintenant que la ligne de défense de Cambridge a cédé, il ne reste plus que 60 km avant la capitale, Londres. Soudain, les yeux du monstre s'assombrissent, et tout le monde crie que Yin avait raison. L'extrait de fourmi à fleurs rouges fonctionne, et les Macassians sont affaiblis. Kang est méfiant, car il ne pense pas que la fille soit aussi compétente. Maintenant, c'est l'heure pour les héros d'achever les bêtes. Le lendemain, la presse est sous le choc, mais tous s'accordent à dire qu'elle a été la plus brillante au quartier général britannique. Yin a découvert la faiblesse des Macassians, a sauvé le pays et est littéralement devenu une icône mondiale. La famille royale britannique s'apprête même à l'anoblir. Quand la fille aux cheveux violets fait son apparition, la foule devient hystérique, la mitraillant de photos pour savoir comment elle a tout deviné. Il réclame aussi l'avis de Kang Yong-pyo, puisqu'il est celui qui a chassé le plus de monstres sur place. Seo regarde le reportage, mais en apercevant Kang, son regard devient d'une noirceur meurtrière. Plus tard, dans un restaurant, Yin offre un cadeau au protagoniste et à sa famille. Ce sont des vêtements hors de prix, mais elle insiste en disant que c'est une récompense pour son aide. Grâce à lui, elle est devenue une véritable héroïne. Elle propose d'acheter une voiture au gamin, mais Seo répond qu'il lui fera signe quand il en aura besoin. Ensuite, Yin Joyon veut savoir comment il connaissait le point faible du Macassian, mais il garde le silence. Elle lui demande alors ce qu'il compte faire, car s'il s'en prend à Hong ou à Kang, les choses vont mal tourner, et elle devra l'arrêter. À sa grande surprise, il lui annonce qu'il veut acheter une maison. Pendant ce temps, Kang fait la fête avec des femmes, mais il n'arrête pas de penser à l'attitude étrange de Yin. Elle connaissait le point faible du Macassian, mais elle cache toujours comment elle l'a découvert. Et le pire, c'est ce qui s'est passé avec Seo Dojin dans l'avion. Kang l'avait interrogé sur le gamin qui avait fracassé la tête du procureur, mais Yin lui avait expliqué que c'était Cholwoo qui avait tout commencé en scène prenant à lui dans la faille. Le jour de l'affrontement, ce n'est pas Seo qui a frappé en premier. Kang rétorque que même si son cousin a fait une connerie, c'est son sang, et il a toutes les raisons de vouloir se venger de ce morveux. Yin hausse simplement les épaules, lui disant qu'il peut bien faire ce qui lui chante. Elle ne compte pas s'en mêler. Choqué, Kang réalise que leur relation n'est pas aussi intime qu'il le croyait. La fille l'ignore royalement et affirme n'avoir aucune raison de s'immiscer là-dedans. Le mercenaire n'arrête pas de ressasser ça, persuadé que Seo cache un lourd secret. En Angleterre, la ville de Shrewsbury a été ravagée par la vague, et l'association des héros britanniques veut sécuriser un maximum de pierres magiques avant la suivante. Un groupe de héros a été déployé dans la faille placée sous haute sécurité. L'un d'eux fait remarquer qu'avec l'extrait de fourmis à fleurs rouges, même des Randes pourraient terrasser un Macassian. L'autre ajoute que si la vague avait été endiguée plus tôt, l'endroit serait une mine d'or pour trouver des pierres magiques. Une zone déjà frappée par une vague ne peut plus être verrouillée, et lors de la seconde, ce sont de tout autres monstres qui apparaissent. Le garde rappelle que personne ne sait ce qui pourrait surgir, quand soudain l'autre aperçoit une ombre derrière lui. On dirait que quelqu'un en ressort, alors que l'équipe n'y est entrée qu'il y a 5 heures. Ils doivent rester sur le qui-vive, car des pilleurs en quête de pierres magiques vont sûrement s'infiltrer. Soudain, une détonation retentit et les gardes se retournent, paniqués. C'est un homme, ou plutôt une entité. Le garde s'écrie que ce n'est ni un héros, ni un chasseur. Ils doivent appeler le QG immédiatement. L'entité dégage une aura verte et fait léviter les 2 hommes. L'un d'eux tente de lancer ses dagues sur le monstre, mais il les repousse comme si de rien n'était, crachant que c'était bien trop faible. L'entité serre le poing, et le sort des 2 gardes est scellé. Elle lâche que 10 ans ont passé et qu'ils n'ont même pas atteint les 20%. Peut-être que ça a été un échec. Même après avoir activé la faille dimensionnelle, il va d'abord devoir accumuler son mana. L'un des gardes demande qui c'est, mais il est déjà bel et bien fini. L'entité déclare qu'elle va commencer par éradiquer les faibles de ce monde. Pendant ce temps, en Corée du Sud, Seo marche quand le sol se met à trembler. Ce sont d'énormes vers aux dents acérées qui creusent à travers le sol. Le héros remarque qu'il y en a 26 dans un rayon de 100 mètres. Il se demande combien d'entre eux survivront à son attaque, puis il lance une énorme boule de feu qui fait tout exploser. Des morceaux de monstres volent dans tous les sens. Dans un bâtiment luxueux, Tawang parle d'un jeune homme difficile à gérer. Min Hong-jae, en costume, dit avoir eu la confirmation que le gamin est un héros. Le vieil homme répond qu'il pensait que le détecteur de héros avait montré qu'il était impossible de mesurer la puissance du gamin. Park Sung-chul, le vice-président de l'association, le qualifie de sale gosse insolent, car il devrait répondre à toutes leurs questions. Puis Min ajoute que toute cette histoire a commencé à cause d'un plan sordide du héros Kang Cholwoo. Seo s'est éveillé alors qu'il était au bord de la mort lors de l'incite du portail,
puis il s'est vengé du gars et a réglé le compte des monstres de Mappo à lui tout seul. Même si certaines de ses actions étaient un peu excessives, il est clair que la force du gamin est démentielle. En y réfléchissant, Tawang dit qu'il est difficile à contrôler, mais que sa loyauté ne fait aucun doute. Et il a demandé une licence officielle de héros. Et puisqu'il a le soutien, il peut contourner les procédures habituelles. Dès que ce nom est prononcé, tout le monde est sous le choc. Seo est désormais officiellement le 8e meilleur rang S de Corée et peut chasser dans les failles. Tawang rit du fait qu'à la seconde où le gamin a obtenu sa licence, il est immédiatement parti explorer une faille à une vitesse folle. Le plus choquant, c'est qu'il soit entré dans une faille de niveau 200 guildes. Park Sung-chul pense qu'il a complètement perdu la tête, et il suggère au président que si le gamin revient en vie, ce serait bien de le promouvoir et de révéler son identité. Après tout, c'est le 8e rang S. Min fait remarquer que le jeune homme pourrait ne pas en avoir envie. La moindre des choses serait de lui demander d'abord. Le vieil homme dit au directeur que si un autre héros de son niveau apparaissait par les temps qui courent, les gens se sentiraient soulagés. Tawang dit qu'il comprend les deux points de vue, mais qu'il ira parler directement à Seo Dojin. Pendant ce temps, Seo est en train d'exterminer d'autres vertueurs. Il utilise sa puissance de feu obtenue grâce aux braises et tranche les monstres en deux. Puis il réalise que sa consommation de mana n'est pas à prendre à la légère. Le gamin a sérieusement besoin d'une arme. Le jeune homme arrive au complexe gazant et dit au réceptionniste qu'il veut fabriquer une arme avec ça. Mais le type répond que seules les personnes ayant une réservation peuvent entrer. Seo essaie de lui parler, mais le type dit qu'ils sont complets et qu'ils n'ont pas le temps. Le héros l'attrape par le col et lui demande s'il est le patron, mais le type n'est que le fils du propriétaire. Alors, notre protagoniste lui dit d'appeler son père parce qu'il est venu ici après avoir entendu que cet endroit était réputé. Le propriétaire, Choi Chul Kwon, fait son apparition et demande qui lui a parlé de cet endroit. Seo répond que c'est un joyon, ce qui les choque tous les deux. Ensuite, le gamin lui remet le croc du tueur noir géant, laissant l'homme sans voix. Après cela, le héros lui demande de forger une épée effilée et aussi longue que possible. L'artisan explique qu'avec des matériaux non métalliques, si on les allonge trop, il manque de durabilité, alors il va plutôt faire deux lames de taille moyenne. Agacé, Seo demande si le vieil homme manque simplement de talent. Connectez juste les deux. Il a besoin d'une épée longue, et il lui faut aussi une très grande absorption de mana. Ça rend le fils du propriétaire nerveux, car il a entendu des gens dire qu'il n'était pas si doué vu que les armes de son père ont une absorption de mana de niveau 3. Il attrape une épée et dit qu'elle devrait être de niveau 5. Puis il serre la lame, la faisant briller de façon démesurée, et elle se brise en deux comme du polystyrène. Seo lâche que s'il fabrique des déchets pareils, il ferait aussi bien d'arrêter. Quelque temps plus tard, Seo marche dans une zone boisée et se plaint d'un cyclope bruyant. Comme on pouvait s'y attendre, la chose se fait fendre en deux sans le moindre effort. Le grand gaillard essaie même d'attraper un arbre pour se protéger, mais celui-ci est également coupé en deux. Mais le monstre se régénère rapidement et se prépare à continuer le combat. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Seo avait déjà une attaque de feu préparée, l'anéantissant pour de bon. Il savait déjà qu'il serait difficile de maintenir une épée de mana active bien longtemps. Malgré tout, il a abattu un cyclope et a récupéré son sang. Seo le donne au vieil homme et affirme que ça facilitera la fusion des deux crocs ensemble. L'homme hurle qu'il pourrait au moins dire ce que c'est, mais le héros l'ignore. Maintenant, le gamin a tous les matériaux de base prêts. Mais pour booster l'absorption de mana, il a besoin de ça. Et on ne trouve ça qu'à un seul endroit bien précis sur Terre. Seo appelle Yin, qui est à la piscine, et lui parle du Brésil. Elle ne comprend pas pourquoi l'association envoie un héros au Brésil, mais apparemment, le gouvernement a fait équipe avec la Corée et ils vont sceller la faille. Les monstres brésiliens sont hyper violents, mais ils lâchent énormément de pierres magiques, et ça paie bien. Alors leur guilde y va. Jun dit à Yin d'y aller et d'emmener ce type avec elle, car les rumeurs disent qu'il est le 8e héros de rang S. Une autre rumeur prétend qu'ils sont en couple. Ça met Yin mal à l'aise, mais elle accepte d'y aller. Pendant ce temps, le vieil homme se demande comment ce sale gosse savait que le sang de Cyclope pouvait servir à coller ses matériaux. Il peut forger une épée des 8 mètres de long, et Seo veut la manier à une seule main malgré ses 5 kilos. L'artisan trouve bizarre que le gamin soit soudain devenu poli et demande si ce poids n'est pas excessif pour une seule main. Finalement, le vieil homme dit que ce sera prêt dans un mois. Seo se demande si une épée de niveau 7 pourrait supporter toute sa puissance. On dirait qu'il aura bien besoin de ça. Il dit à l'homme de se contenter de forger la forme pour l'instant parce qu'il va aller le chercher, et le vieil homme n'y croit pas une seconde. Nous ne savons tout simplement pas encore ce qu'est ça. Quelques jours plus tard, le protagoniste reçoit une voiture de la fille aux cheveux violets, mais elle lui dit qu'elle ne vaut que 100 millions de wons. Il répond que c'est raisonnable, et pour une raison obscure, elle est embarrassée. Puis elle demande s'il se trame quelque chose à l'association des héros. Seo explique qu'il essaie d'exposer son identité, alors il a payé le prix qu'il fallait. Yin dit que Tawang aime généralement les accords équitables, mais le protagoniste affirme que le type a très bien compris le message. Elle dit qu'elle apprécierait qu'il tienne compte de sa position de garante, mais il lui claque tout simplement la porte au nez. Quand elle entre, elle explique que c'est le chaos à l'association à cause de l'effondrement de la forteresse au Brésil, donc ils devront gérer le reste plus tard. Yin ajoute qu'ils vont devoir sceller entièrement une partie de la forteresse, et le garçon lui demande si elle y va.
Cheveux violets répond que oui, et il lui dit de venir avec lui, ce qui la rend nerveuse. Pendant ce temps, Kang demande plus d'argent à la femme, affirmant que ce n'est pas le moment d'être radin. Kang se plaint que ce type cupide a déjà reçu 30 milliards d'avance et qu'il en réclame encore. Elle n'aurait jamais dû faire confiance à quelqu'un comme ça. Le héros dit que personne d'autre n'accepterait ce boulot, mais la belle-mère insiste sur le fait qu'il y a des types prêts à tuer sans hésiter. Confiant, Kang rétorque que ces informations sont sérieusement dépassées, car Seo Do-jin est le 8e rang S de Corée du Sud. La femme s'écrie que c'est sûrement une blague. L'autre type lui répond du tac au tac que si elle n'y croit pas, elle n'a qu'à attendre qu'ils viennent tout détruire. Cette nouvelle information rend Hong très nerveuse, car si c'est vrai, elle ne peut plus le contrôler, et elle finira donc par payer un supplément. On dit que ce serait encore mieux s'ils devenaient des partenaires commerciaux réguliers. On affirme qu'elle acceptera n'importe quoi tant que ce sale gosse se fera anéantir. Le mercenaire regarde son téléphone et dit que la femme a de la chance, car l'opportunité parfaite pour la mission vient de se présenter. Dans l'avion pour le Brésil, il y a 5 rangs S. Yoon, Jom Song-go, Park Hae-ol, Jom Yong-pyo, et Arceo Dozen. À Sao Paulo, à l'association des héros brésiliens, certains disent qu'ils sont arrivés, et quelques-uns sont déjà passés directement à l'action sans même s'arrêter à l'hôtel pour se reposer. Mais l'un d'entre eux est terrifié. Les Coréens pourraient découvrir une certaine information. Le barbu dit qu'ils doivent juste s'assurer que tout reste sous contrôle jusqu'à la fin de l'opération. Moreia est le héros trésor du Brésil, et il a été vaincu par une entité inconnue, et ce n'était pas un monstre. La boîte noire a clairement enregistré une forme humaine, et ça s'est passé près de la faille de Santorin. Mo Chao envoie un message à Zetcho, et ce fou furieux est déjà tout seul à la faille la plus problématique. Pendant ce temps, ils sont en réunion concernant la période d'adaptation, soit 2 jours avant d'avoir le droit d'entrer dans les failles. Quand la fille monte dans la voiture pour rejoindre le protagoniste, Kong l'arrête et lui dit que le programme n'a pas encore commencé. Puis Hoon répond qu'elle doit vérifier un endroit, et l'homme lui demande où. Elle répond Santarém. Le héros a l'air pensif car l'association brésilienne leur a dit d'éviter cet endroit. Dans les environs, la guilde est sur les nerfs, à l'exception de Sejo. Hoon dit que puisqu'ils sont déjà là, le gamin pourrait expliquer pourquoi il est si pressé, et il répond que c'est elle qui est en retard. La fille explique que si Sejo avait dit qu'il y allait, elle l'aurait su et serait arrivée à temps, et elle exige qu'il explique pourquoi il voulait y aller. Le gamin répond que c'est à cause du croco bleu. Hoon demande ce que c'est, mais le jeune ne veut pas répondre. Alors elle dit qu'elle a 3 ans de plus que ce sale gosse, donc il devrait la respecter comme elle le respecte. Sejo répond qu'elle a juste à parler normalement. Ils continuent leur petite dispute stupide, pendant que les 2 membres de la guilde se demandent s'ils peuvent vraiment plonger dans la faille comme ça. Ils sont peut-être avec Yin, mais on dirait que c'est le petit nouveau qui dirige. Mais tous les nouveaux ne se valent pas. Sejo Dinjon est un débutant qui bat tous les records. La fille aux cheveux violets demande si le héros compte fermer la faille. Il répond qu'il est venu là pour les matériaux, donc il ne la fermera pas. Il ramasse tout ce qu'il peut, mais une énorme griffe aiguisée comme un rasoir coupe court à la conversation, attaquant le garçon de toutes ses forces. Tout le monde se met en position et réalise que ces monstres ne plaisantent pas. Sejo dit à tout le monde de s'écarter et sort une épée. Le vieil homme avait dit que s'il voulait obtenir le cœur du croco bleu, il devrait emprunter son épée. Le protagoniste ne se laisse pas intimider par les monstres et ne perd pas de temps pour les attaquer. Ils se font éliminer en quelques coups seulement, et les membres de la guilde commentent la puissance du gamin. La nuit venue, au camp, il parle de la folie de Seo contre les crocos bleus. On peut à peine compter combien il en a détruit à lui tout seul, et l'un d'eux dit que c'est comme ça que le gamin a combattu la cocatrix. Ce type n'est définitivement pas un héros normal. Puis Yuan s'approche de lui et demande s'il a fini de récolter les cœurs, ce à quoi il répond qu'elle n'a qu'à regarder. Elle essaie de comprendre ce qu'il va faire avec tout ça, mais change de sujet et demande quelle est cette viande. Seo dit que c'est de la viande de croco bleu, et que c'est tout à fait comestible, ce qui la dégoûte. Je veux dire, ils ont plein de nourriture. Pourquoi manger ce truc répugnant? Il dit simplement qu'elle n'est pas obligée d'en manger. Jong demande s'il est sûr de manger ce truc, et pourquoi le faire alors qu'ils ont tant de provisions. Yuan décide d'y goûter, car Seo a dit que c'était en fait très bon. Elle prend une bouchée et réalise que c'est vraiment délicieux. Ensuite, Zan s'approche de lui et lui demande comment il a réussi à la conquérir comme ça, vu qu'elle n'a jamais eu de petite amie. C'est quoi le truc pour l'amener à ce niveau? Genre la convaincre de manger ce truc dégoûtant. Notre héros se souvient alors de sa vie passée. À l'Académie impériale, avant ses 20 ans, il a rencontré Lady Mézelgrin. Après ses 20 ans, il a rencontré la fille de la maison Leslie, Luand Lesleyan. Et dans son dernier sanctuaire d'un monde en ruine, il a rencontré Véronica. Zan lui crie dessus, exigeant de connaître son secret. Ciseaux explique que ce n'est pas le miel qui court après l'abeille. La fille dit que c'est le truc le plus gênant qu'elle ait jamais entendu. De retour à Sao Paulo, Kan essaie de comprendre pourquoi Yuan est entré dans la faille alors que l'opération n'a même pas encore commencé, emmenant même Ciseaux, Zan et leur guilde avec elle. Il doit y avoir des monstres très précieux à Santarém, mais d'après l'association, cet endroit est juste dangereusement fou. Le héros se plaint que tout ce qui implique Sichou du champ est imprévisible. Puis on l'appelle pour lui demander si le sale gosse est toujours en vie. Kang dit qu'elle le bouscule et demande s'il s'est passé quelque chose.
Elle lui dit que son père a vu aux infos que le gamin est de rang S et insiste pour qu'il le ramène à la maison. Kang dit qu'il a enfin trouvé une bonne partenaire d'affaires et qu'il ne veut pas la décevoir maintenant. Il ne laissera pas Sisho Duchamp quitter le Brésil vivant. Après avoir raccroché, il dit à son assistant d'appeler Takashi pour le prévenir que le gamin est dans un endroit isolé, donc ce sera facile. Pendant ce temps, dans la forêt, Yin s'inquiète des monstres dangereux. Il y a une bête là-bas appelée le lynx, que Sisho connaît évidemment déjà. Elle dit qu'elle ne l'arrêtera pas, mais qu'il doit utiliser ceci. Ce sont des bouchons d'oreilles, pour que le lynx ne puisse pas paralyser son esprit avec son cri. Mais si Zonen ne veut pas, et Eun insiste sur le fait qu'il ne devrait pas sous-estimer le monstre car même l'association brésilienne a mis en garde contre lui. Évidemment, notre héros s'en fiche royalement. Au beau milieu de la nuit, un loup renard à l'œil luisant les observe. C'est le lynx, et tout le monde panique et se couvre les oreilles. Tout le monde sauf Sisho. La créature se met à hurler, et Eun n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne se protège pas. Il enflamme ses poings et fonce à l'attaque. Le lynx tente de fuir, mais Sisho le poursuit, et la guilde suit. Puis le monstre arrête de hurler, mais appelle sa meute. L'un d'eux regarde fixement Eun, la pétrifiant sur place. Sisho lui couvre les yeux, en disant que ce n'est pas le hurlement. Ce sont les yeux. Il lui dit de garder les yeux fermés et passe à l'offensive. Puis vient sa première forme, Kirita Milagrorucle, le miracle né d'un point unique. Son épée tire des boules de feu droit sur les lynx. Ses camarades de guilde se demandent, c'est quoi cette technique de malade? Et bientôt, toute son épée est enveloppée de flammes redoutables. Les monstres n'ont même pas le temps de fuir face à une attaque aussi puissante et précise. Tout le monde se protège de l'onde de choc. La destruction qu'elle laisse derrière elle est colossale. Il ne reste pratiquement rien des lynx, et une grande partie des arbres a été incinérée. Ceux qui ont survécu sont de toute façon quasiment morts, carbonisés. En fait, il en reste un pour raconter l'histoire, et il essaie, pathétiquement, d'utiliser son pouvoir de paralysie. Pour Seo, c'est tout simplement embarrassant. Il dit qu'il garde ces yeux-là car ils seront bien utiles. Tout le monde sourit, disant que c'était incroyable et que ce n'est même plus d'un niveau humain. Il pense même qu'il est plus fort que Chabri Alphonse, ou qu'il est au niveau de Kane Lester, le héros le plus puissant du monde. Alors qu'il avance, quelque chose commence à ramper hors des eaux troubles de la forêt. Ce sont des créatures assoiffées de sang, semblables à des zombies. Un des membres de la guilde fait remarquer qu'ils n'ont aucune conscience parce que, vous savez, les morts n'ont pas de cerveau. Les zombies se précipitent et se prennent un coup de poing si puissant qu'ils les achèvent pour de bon. Et n'oubliez pas, en plus d'être fort, Saob est d'une rapidité folle, alors il les décime presque instantanément pendant que la guilde reste plantée là à regarder le spectacle. Après ça, Yin lui demande où il a appris l'escrime car elle veut apprendre aussi. Il sait que dans un monde en paix elle n'aura pas vraiment besoin, alors il lui demande simplement quand elle s'en servirait. La fille aux cheveux violets s'énerve d'être ainsi repoussée car, elle est de rang et celle aussi, et affirme qu'elle s'en servira au moins une fois avant de mourir. Il continue de se chamailler comme un couple stupide puis se dirige enfin vers la faille. Zong pense que c'est grâce à Sao Bei ici l'ont tout nettoyé sans encombre, et que la prochaine fois qu'ils iront fermer la faille, ça sera ultra rapide. En entrant, Yin reconnaît une voix qui hurle en japonais. C'est Ryoma Takashi, un ex-yakuza et héros de rang S de la guilde Tagoku. Ce sale type dit qu'il allait enfin s'amuser un peu avec Juyun aujourd'hui, et que ce morveux lui barre la route. Il ordonne à Sao de dégager Fissa, sinon il lui refait le portrait ou pire. Sao fait remarquer que ses coéquipiers ne l'aiment pas beaucoup, ce qui fait comprendre à Yoon que le gars pige le japonais. Sao Dojin lui-même a étudié le japonais, c'est donc gravé dans ses souvenirs. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est que Takashi est hors de lui. Les sbires du japonais commencent à se plaindre que le gamin a insulté leur boss. Notre héros n'a strictement rien à cirer. Tendu. Jun se dit que ça craint même pour Sal, parce que le type est le 5e meilleur du Japon. Alors elle essaie de calmer le jeu pour éviter un bain de sang, mais Takashi dit à cette connasse de la fermer. Ça rend ses camarades de guilde fous de rage, et la situation se corse encore plus. Jun se présente, disant qu'elle vient de la guilde coréenne Magnolia Villeta, et demande à tout le monde de se calmer. Le japonais répond qu'il n'a jamais entendu parler et lui demande si elle cherche un mec. Si c'est le cas, elle n'a qu'à attendre. Jun essaie d'intervenir, mais le gars lui attrape le bras, et Sal s'interpose pour la protéger et se prend une droite en plein visage. Takashi déclare qu'il le tuera plus tard après avoir fini ses affaires, mais que pour l'instant, le petit garçon doit patienter. C'est là que Sal comprend que c'est une provocation préméditée, et il est prêt à mordre à l'hameçon. Alors il balance un coup de poing monumental à la brute, l'envoyant valser sur plusieurs mètres. Le protagoniste dit à tout le monde de reculer et affirme que c'est lui qui a frappé le premier. C'est de la légitime défense. La bande du japonais se prépare, mais le gamin les prévient que c'est du 1 contre 1 maintenant. Le menu fretin ferait mieux de dégager. Ensuite, Takashi enlève sa chemise et exhibe son physique divin. Zan prie silencieusement pour que celle ne le tue qu'à moitié. Sans perdre de temps, le gamin piétine la tête du type, lui écrasant le visage contre le sol. Puis il enchaîne avec un combo, l'éjectant à nouveau au loin. Takashi est abasourdi, se demandant comment ce morveux peut être aussi fort. Il réalise qu'il va mourir et panique, alors il prend la fuite, mort de peur. Mais la seconde d'après, tout est déjà juste devant lui.
Le protagoniste dit qu'il se doute que quelqu'un lui a dit de chercher la merde, et qu'il devine très bien qui c'est. Takashi implore pitié, mais c'est pas trop le truc de notre héros. Le gamin lui assène une frappe monstrueuse sur le côté droit du visage, et Takashi s'effondre, probablement KO pour de bon. Zhang s'y attendait, mais elle ne pensait pas que ce serait aussi humiliant. Puis So pose son pied sur la nuque du japonais, et la fille aux cheveux cyan demande à Yin de dire un truc, ou ça va finir en enterrement. Elle hurle au gamin d'arrêter et de ne pas le tuer, mais So répond qu'il en assumera la responsabilité. Elle lui attrape le bras et lui balance qu'il ne devrait pas faire un truc dont il devra assumer la responsabilité pour commencer. Pendant que la guilde de Takashi essaie de l'aider, So insiste sur le fait qu'il vaut mieux éliminer les ordures de ce genre. Zhang dit au gamin de ne pas s'abaisser à ça, et Yin ajoute que la brute a déjà retenu la leçon. Et elle ordonne au sbire de Takashi de ne plus jamais chercher des noix à quiconque, et il s'agenouille. Mais ce n'est pas suffisant pour So. Il veut qu'ils posent tous leur tête contre le sol. Il ajoute même que les yakuza se coupent l'auriculaire quand ils foirent. Ça les terrifie, et ils se mettent à implorer pitié. Pour les humilier, So les force à répéter qu'ils sont des moins que rien et à s'excuser. De retour au Brésil, à Sao Paulo, le président n'arrive pas à y croire. Un rang S de ce niveau a fini estropié à cause d'un seul homme. Il espérait que la Corée et le Japon s'allient pour fermer la faille de Santarém. Mais si c'est vrai, l'association brésilienne n'a pas assez de mêlée, alors ils laisseront les Coréens et les Japonais se débrouiller. Daniel demande si quelque chose près de la faille semblait différent, mais John répond par la négative. Et si Seo Dojin était autant mentionné dans le rapport, pourquoi n'est-il pas dans la pièce avec eux? Ils expliquent que le héros a dû aller régler quelques trucs. Le voilà, à l'hôpital, tenant un bouquet de fleurs. Seo dit à Takashi de ne pas bouger et approche l'œil du lien de son seul œil intact. Puis il lui demande ce qui s'est passé. L'homme murmure qu'à cause d'une ordure comme lui, il a causé des ennuis aux guildes coréennes et que les yakuza sont des idiots. Les rumeurs sur la baston entre les héros coréens et japonais se propagent vite. Taïwan fait remarquer qu'il y a des nouvelles sur Seo Dojin tous les jours sans exception. Son assistant demande s'il est vrai que l'association japonaise a renoncé à l'enquête, mais apparemment Takashi lui-même leur a dit de ne rien faire. Il doit y avoir un truc que même le Japon préfère éviter. Bientôt, grâce au nouveau héros de rang S, l'équilibre du monde des héros va vaciller. L'opération pour refermer la faille brésilienne est demain. Les Coréens ont échangé avec des héros du monde entier et partagé leurs plans, et une fête d'avant-bataille est sur le point de commencer pour gonfler le moral des troupes. Et sans l'ombre d'un doute, la star, c'est Seo Dojin. La rumeur comme quoi il a défoncé Takashi a fait le tour du globe. Tout le monde en parle, et le gamin ne s'invente même pas. Zhang demande à Yin si, comparé aux jeunes gars, ils sont juste banals, mais la fille aux cheveux violets n'écoute pas. Shio discute avec Gloria Tyler, une américaine de rang S et la plus belle héroïne du monde. La fille balafrée tape son amie et lui demande pourquoi elle reste assise là. Yin s'approche, morte de honte. Gloria s'éloigne, dit que c'était sympa, et l'appelle Castle. La fille demande si le protagoniste a un prénom anglais. Shio explique que c'est le nom qu'il utilisait avant de se faire appeler du genre. Cela pousse Yin à se demander s'il a vécu à l'étranger enfant, et ça l'agace qu'il n'ait jamais parlé. Pendant ce temps, Ken les observe et traite Takashi d'idiot pour ne pas avoir réussi à étaler un gars pareil, alors c'est lui qui va devoir s'en charger. C'est là que Yin dit à Shio de faire attention, car même s'il est fort, les ennemis ne se battent pas toujours à la loyale. Elle ajoute que Takashi a des alliés proches, mais le gars ne veut rien entendre, car ils sont sans doute comme lui, lâches et faibles, tout en jouant les durs. Il répond que ce n'est pas un problème et regarde Kang droit dans les yeux. Ça rend l'homme furieux, qui songe qu'il veut le tuer de ses propres mains. Plus tard, à l'entrée de la faille, Zhang remarque qu'elle est différente des autres, trouble et sombre, mais son coéquipier n'a pas peur. Après tout, ils ont deux héros de rang S avec eux. Alors tout le monde se prépare à entrer, mais So ressent quelque chose d'étrange, et Yoon demande ce que c'est. Même Zhang ne ressent rien de différent, mais le garçon indique que la concentration de mana a grimpé. Quelqu'un se tapit dans l'ombre, attendant que ça atteigne les 30%. L'entité les traite tous d'insectes et dit qu'elle aimerait bien qu'ils crèvent tous rien qu'avec ça. La guilde commence à souffrir et à suffoquer. So peut sentir que la qualité de ce mana est totalement différente, plus dense que dans la forêt de Partichois. Yoon réalise que c'est la première fois qu'elle le voit aussi tendu. Il se passe quelque chose de grave. Zhang dit à tout le monde de se calmer car c'est une particularité de cette faille, et vu que leurs corps sont plus lourds, ils doivent rester sur leur garde. Elle ordonne à Yin et So de se concentrer sur la protection de la formation. Yoon approuve, et le protagoniste sait que c'est l'option la plus sûre. Ils décident tous d'avancer parce que l'objectif est de fermer la faille. Pendant que So entrait dans la faille de Santarém, une équipe de chasseurs français, coréens et brésiliens refermait une autre faille à Manos, et se faisait brutalement attaquer par des abeilles tueuses. Park Hyo réalise que ça n'a aucun sens car les abeilles sont des monstres que même les rangs S peuvent chasser, et pourtant, même les rangs A se font massacrer. Le héros sent son corps s'alourdir. Normalement, il pourrait les réduire en bouillie facilement. C'est dur de savoir combien de personnes sortiront d'ici vivantes. À Santarém, une horde d'or attaque nos héros. L'équipe est perplexe, car normalement les orques noirs ne sont pas aussi forts. Tout le monde se donne à fond, mais ça ne leur fait absolument rien. Puis Yoon sauve son coéquipier d'un coup potentiellement mortel, et elle contre-attaque immédiatement l'énorme monstre musclé. Avec une vitesse fulgurante,
elle le contourne et lui donne un coup de pied dans la nuque. Ensuite, elle revient à la charge et lui piétine la colonne vertébrale. L'orque pète un câble et essaie de la trancher avec une hache, mais finit par frapper l'un des siens tellement elle est rapide. Ensuite, Yin assène un autre coup puissant, et la bête s'envole. Ses coéquipiers avaient presque oublié à quel point elle est forte, vu qu'ils regardent tellement Seo se battre, mais il les massacre aussi. Xiang s'inquiète de les voir rencontrer de tels problèmes dès l'entrée. Même avec eux deux pour fermer la faille, ça ne sera pas facile. Seo montre à Yin une ondulation noire sur l'orque qu'on ne peut voir qu'en se concentrant. C'est pour ça que les monstres deviennent plus forts. C'est du mana noir. Quelques minutes plus tard, nos héros combattent déjà un autre type de monstre, des ghouls des marais, et elles sont bien trop fortes aussi. Tout le monde galère. L'un d'eux a pris un coup si puissant qu'il a déchiré son armure de combat. Xuang protège son coéquipier d'un coup mortel et réalise que si les ghouls des marais sont comme ça, les Velkhara seront encore pires. Si toutes les failles du monde sont renforcées de cette façon, c'est un énorme problème. Dans la faille de Manos, Parkayol réalise que les héros de rang S brésiliens et français sont morts. Ils ont été anéantis par quelques Velkhara seulement. À Santarém, Seo se dit la même chose. Ces monstres imprégnés de mana noir sont bien trop dangereux. Yin ne réalise que maintenant que c'est cette ondulation qui les rend plus forts. C'est du mana hyper concentré qui a été injecté directement dans leur corps. Mais la fille ne sait même pas ce qu'est le mana. Elle croit que c'est un truc de jeu vidéo. Seo soupire, et elle lui demande si ce truc existe vraiment dans la vraie vie. Alors le gars explique que la différence entre un héros et une personne normale, c'est d'avoir du mana ou non. Un monde sans la moindre notion de mana lui semble vraiment étrange, mais ça veut juste dire qu'il a été plutôt paisible jusqu'ici. Malheureusement, cette paix ne va pas durer longtemps, et Seo réduit les ghouls des marais en bouillie avec ses poings. Yoon demande si parmi tous les types de mana, le mana noir est celui qui renforce les monstres, et il répond que c'est en gros comme des stéroïdes. Elle lui demande comment il sait tout ça, mais il dit que le plus bizarre, c'est que, elle, ne le sache pas. Après avoir quitté le territoire des ghouls des marais, la guide a suivi les conseils de Seo pour éviter les Velkhara et a avancé plus lentement. Mais en chemin, il tombe sur un truc étrange, des cocons nourriciers de Velkhara. Ça veut dire qu'ils doivent être dans les parages, et tout le monde doit rester sur ses gardes. Pourtant, Seo affirme que le vrai danger est juste là, et des flammes apparaissent dans sa main. Ses coéquipiers veulent savoir s'il est un mage, mais il les ignore, tire directement sur les cocons, et explique que les Velkhara ayant absorbé du mana noir l'utilisent pour contrôler les morts comme des marionnettes. S'ils ne les détruisent pas, ils seront encerclés et anéantis en un instant. Maintenant, il ne reste plus qu'à abattre la créature elle-même. Puis Zhang se rend compte que même si c'est sa première fois dans une telle situation, il sait déjà tout. C'est dingue. Ce n'est pas juste de la force. C'est quelque chose qui dépasse l'humain. Yin demande à Seo d'être honnête et de dire s'il vit une seconde vie. Seo sourit, se remémorant le passé, et pense que c'est un peu ça, mais il ne répond pas. Au lieu de ça, il demande combien de temps il leur reste avant d'atteindre le cœur de la faille. Jun répond qu'après la forêt, ils seront à mi-chemin. Seo annonce qu'ils vont la fermer aujourd'hui, ce qui choque tout le monde. Ils pourraient le faire, mais le reste de la guilde en est incapable. La plupart d'entre eux ont déjà épuisé leur endurance. Alors il dit à tout le monde de se reposer, qu'il va s'occuper des Velkhara et revenir. Sans attendre de réponse, il détale à toute vitesse. Ses coéquipiers sont stupéfaits en réalisant qu'il lui reste encore autant de force. Après quelques minutes de course, il trouve le monstre, une araignée géante. Sans perdre de temps, il lui tranche les pattes gauches avec son épée. La Velkhara pousse un hurlement strident et lui lance des toiles. Concentré, Seo les tranche toutes et profite de l'ouverture pour asséner des coups nets et précis à l'insecte monstrueux. Et d'un coup, le rang Seo l'abat facilement. Il réalise que grâce à l'absorption de mana par sa technique, il n'est même pas fatigué. À son retour, il indique que chasser un Velkhara seul ne semble même pas réel, et qu'il n'a pas l'air fatigué du tout. Seo dit qu'il ne détecte aucun monstre dans la forêt, alors il est temps de se reposer. Peu après, il fait cuire de la viande, et un coéquipier lui en demande un peu. Il plaisante en disant que Seo est peut-être si fort parce qu'il mange des trucs comme ça. Ça rend le héros curieux, alors il en demande un morceau aussi. Pendant ce temps, Seo pense que la viande, c'est juste pour se remplir l'estomac, mais bon, s'ils veulent devenir plus forts, tant mieux. Alors il leur fait un petit cadeau, en leur transmettant un peu de son mana. Les deux idiots disent qu'ils se sentent pleins d'énergie. Puis Jun dit que s'ils continuent tout droit, ils atteindront le cœur de la faille. Mais vu que tout le monde est crevé, il vaut mieux y aller demain. Seo pense qu'ils devraient la fermer aujourd'hui, mais leurs sacs sont déjà pleins. Yin dit qu'elle est fatiguée parce que les monstres sont renforcés. Ils ont besoin d'autant de cœurs de croco bleu et d'autres matériaux que possible, des trucs qu'on ne trouve qu'au Brésil. Mais avec l'apparition du mana noir, tout a changé, car les variables imprévues ne sont jamais bon signe. Quelque chose le tracasse, mais Seo vide simplement son sac et leur dit de les mener à l'hôtel. Ensuite, il dit qu'il va vite fermer la faille et les rattraper. Seo continue seul, anéantissant toutes sortes de monstres renforcés et ramassant de précieuses pierres magiques. Pendant ce temps, l'équipe fait demi-tour, et Jun s'inquiète pour lui. Yin dit qu'il a encore des tonnes d'énergie à revendre. Elle a honte de se considérer comme un rang S à côté de Seo. Il ne peut y avoir personne comme lui dans le monde entier. Pendant ce temps, il massacre un paquet d'énormes orques noirs. Ils sont nombreux,
Mais, évidemment, ça ne va pas l'arrêter. Il crée une énorme boule de feu et la balance droit sur les monstres qui lui barrent la route. Aucun d'eux n'y survit pour le raconter. Quand l'équipe sort enfin de la faille, il fait déjà jour. Seo n'a pas arrêté de se battre pendant tout ce temps. Il ramasse une tonne de cœurs et de pierres magiques en chemin, vu que chacun d'eux en laisse un paquet derrière lui. À l'association brésilienne des héros, tout le monde fait la fête parce que la faille a été fermée. Mais ensuite, il mentionne que la guilde qui était sur place est partie il y a 10 minutes, ce qui laisse tout le monde perplexe. 10 minutes plus tôt, Seo combattait un ogre jumeau à 2 têtes. D'après lui, c'est une créature qui a évolué très vite à cause du mana noir, et le cœur de la faille se trouve juste derrière cette grosse bête immonde. Seo se prépare à en finir une bonne fois pour toutes. Il enflamme son épée, déclenchant la deuxième forme du style de l'épéiste de Vendian, en prononçant « Grami Grimoire Fora ». La magie se déploie en ligne. C'est une attaque brutale, qui s'abat sur l'épaule droite de l'ogre. Seo sourit de toutes ses dents et dit qu'il ne fait que commencer, puis il frappe à nouveau. Le monstre hurle de douleur et tente d'écraser le gamin, mais Seo esquive. Son épée s'enflamme à nouveau, et il enchaîne une série de coups nets et précis sur l'ogre à 2 têtes. Dans l'action, le colosse perd une jambe et quelques autres morceaux, y compris la vie. Maintenant, le noyau est juste devant lui. Même si près du centre, la concentration de mana noir n'a pas changé, ce qui signifie qu'elle ne vient pas du noyau. Notre protagoniste réalise que quelqu'un a provoqué tout ça. Pour inonder une faille avec autant de mana noir, il faudrait un seigneur mort-vivant ou une liche impériale. Mais s'il était vraiment là, presque toute vie sur Terre serait déjà devenue zombie, donc c'est difficile à affirmer. Quoi qu'il en soit, s'il s'agit d'une force extérieure, fermer la faille n'y mettra pas vraiment fin. Pourtant, Seo lance un puissant coup de poing dans le noyau violet, le brisant complètement en 1000 morceaux. De retour au QG, le président Daniel lit les rapports avec un air stupéfait sur le visage. D'un côté, dans une équipe de 3 pays, seul un rang S a survécu, et l'autre équipe a non seulement fermé la faille, mais tous ses membres saines sont sortis vivants. Les rapports des autres équipes dans les failles sont arrivés, et la plupart ont échoué et sont sur le chemin du retour. Le président est confus car chaque équipe comptait au moins un héros de rang S. Donc, la seule équipe qui a réussi était celle de Yin, l'équipe coréenne. Mais la faille ne cesse de fermer qu'après leur départ. Yin devrait arriver au QG d'une minute à l'autre, et Daniel doit lui parler. Il leur a fallu 1 heure pour atteindre le QG brésilien après avoir quitté la faille. Pendant ce temps, Seo avait déjà fermé la première et était entré dans la seconde, réalisant que son noyau se trouvait sous les hauts. Pendant ce temps, Yin raconte toute l'histoire au président, et il n'arrive pas à y croire. Elle lui dit que les autres rangs S sont morts dans leur zone. Elle explique que sans Seo, elle serait morte elle aussi. Le type refuse de croire que les monstres sont devenus plus forts à cause de ce mana noir et ont acquis des pouvoirs capables de terrasser des héros de rang S. Et pire encore, ce Sodojin est plus fort que tout cela. En plus de ça, ils ont reçu des rapports indiquant que plusieurs failles dans le sud ont été fermées. Yin pense que le mana noir n'est peut-être pas apparu là-bas. Même ainsi, ils ne peuvent pas baisser leur garde. Le niveau de danger est plus élevé que jamais. Elle a dit à Daniel que la couleur de l'entrée avait changé, et c'est le seul moyen de le savoir pour l'instant. Il passe un appel, hurlant presque qu'on vérifie l'entrée de chaque faille au Brésil immédiatement. Quand il quitte la pièce, Yin appelle Tiwang et lui raconte tout. Mais en Corée, tout est normal. Pas de mana noir. Même pour des rangs S, combattre une horde de monstres avec un tel niveau de puissance, c'est trop. Et si un monstre boss obtient ce genre de pouvoir, ce sera un désastre. Tout le monde doit se préparer. Dans les failles avec des rivières, des lacs ou des îles, le noyau est généralement sous les hauts, mais, évidemment, les humains ne peuvent pas respirer sous les hauts. Donc peu de héros peuvent se battre à pleine puissance dans ces environnements. Le héros néo-zélandais, Evan Loupé, est un rang S spécialisé dans le combat sous-marin. Il facture très cher pour s'occuper des failles sous-marines car après son éveil en tant que héros, il a acquis la capacité de respirer sous les hauts. En bas, le mana noir est encore plus dense, mais Seo y va quand même. Il fait sombre là-dessous, probablement à cause du mana. D'abord, le protagoniste se stabilise dans les hauts, puis il s'adapte à la résistance. Dès qu'il touche le fond, un monstre marin géant l'attaque. C'est un arachon, qui s'enroule autour du garçon comme un serpent. Seo concentre sa puissance et fait exploser la créature en son centre, la séparant en 2 morceaux répugnants. Et aussitôt, des piranhatures apparaissent pour dévorer les restes. Si même Loupé voyait ça en ce moment, il serait complètement sous le choc. Notre héros ne prend même pas la peine de se stabiliser. Il garde un contrôle total sur son corps. Ses pieds sont ancrés au fond, et il donne des coups de poing à la même vitesse que sur Terre. Mais ça fait beaucoup d'ennemis d'un seul coup. C'est alors qu'il remarque quelque chose au fond, un poisson noir effrayant aux yeux brillants. Le gamin ne s'attendait pas à tomber sur un arachromo ici. Dans son ancien monde, tous ceux qui sont devenus des légendes avaient une chose en commun. Ils chassaient des arachromos quand il n'était encore personne. Seo ne peut pas laisser passer une chance aussi folle. Cette chose n'a aucun prédateur naturel. Tout ce qu'elle affronte finit par voir se créer un sous-espace qui avale la proie tout entière. Notre héros avale de Léo et commence à manquer d'air. Le battre à mort serait facile, mais alors il n'obtiendrait pas son sous-espace. La bonne méthode consiste à le supprimer avec du mana pur, et cet espace deviendra le sien. Sur ce, le protagoniste se transforme en lumière,
et tout autour de lui est détruit. Mais à cette vitesse, il va être repoussé. Alors le héros se concentre davantage, y insufflant encore plus de mana. Dans le processus, il absorbe le mana noir des profondeurs. Son nez se met à saigner, et c'est peut-être trop pour son corps actuel. Il est temps de tout donner, d'un seul coup. À la surface, un mur d'eau jaillit vers le haut avec des poissons et Arceo, qui possède désormais le sous-espace de El Crémo. À son réveil, il est ailleurs avec des oiseaux qui le picorent. Il pousse un énorme éternuement qui fait fuir les petites bêtes. Il remarque que son mana a augmenté par rapport à avant. Donc, ouais, ça valait le coup. Mais la plus grande victoire de toutes, c'est le sous-espace. Il y jette ses affaires et s'étire. Il n'y a plus rien à faire dans cette faille, alors il va la fermer et retourner à la cabane. Pendant ce temps, à l'association des héros coréens, les décès sont confirmés. Tawon est contrarié car ils ont perdu des personnes qu'ils ne pouvaient vraiment pas se permettre de perdre. Il a aussi mentionné que Seo Dojin avait réussi à fermer quelques points. Il est encore plus impressionnant que prévu. L'incide avec Takashi faisant tant parler de lui, les retombées vont être encore plus importantes. Et dans les failles coréennes, il n'y a pas d'anomalie comme celle au Brésil, mais on ne peut tout de même pas baisser sa garde une seule seconde. Le président du Brésil, Daniel Lopez, est mesquin et va vouloir presser Seo jusqu'à la dernière goutte pendant qu'il est sur le sol brésilien. L'assistant parie que le président Lopez finira par être le seul à subir la pression du gamin. Taïwan gris, se souvenant que ce gamin n'est pas juste un type normal. Au Brésil, Daniel se plaint que ce soit beaucoup trop cher. Seo dit alors qu'il n'y a rien à dire, mais le président le rappelle. Il lui dit de penser à la sécurité du Brésil, car c'est sa mission en tant que héros de rang S. Mais le jeune homme répond qu'il a fermé 2 failles tout seul. Les héros brésiliens n'ont toujours pas fermé les leurs. Puis Seo ajoute que la sécurité du Brésil n'a rien à voir avec lui. Si les failles en Corée étaient comme ça, le type n'y enverrait pas ses héros. L'assistant dit que la situation est critique. Chaque faille dans un rayon de 500 km autour de Santarém est inaccessible. Si une chose pareille se reproduit, ce sera la fin du Brésil. Yoon dit alors que c'est simple. Il suffit de faire ce que Seo a demandé. Comparé à la sécurité du Brésil, ce n'est pas tant que ça. Daniel accepte et dit que pour chaque faille fermée, il obtiendra 50 millions $. Seo répond que pour les 2 déjà fermées, 100 millions $ doivent être déposés. Avec ce genre d'argent, il obtiendra facilement la maison la plus sûre que le Seo Dojin d'origine avait demandé. La promesse a été tenue. Espérons que le gamin soit satisfait. L'association a donc accepté, et Seo a signé un contrat qui l'oblige à la fermer. Il y a eu des funérailles pour les héros, et tout le monde était triste. Après ça, la guilde des jeunes Kanjung demande si Seo va dans la prochaine faille avec eux, mais le gamin n'a pas encore décidé. Parce que pendant qu'il en ferme une, l'équipe peut se diriger vers l'entrée de l'autre, et Jung dit que comme ça ils ferment cette faille ensemble pour pouvoir en boucler, genre, 3 par jour. Pour celles qu'ils ferment ensemble, ils auront une part de sa récompense. Seo dit aussi à Yin de ne pas trop en faire. Reste juste en sécurité. Tout le monde pense qu'ils sortent ensemble. Plus tard, déjà à l'intérieur de la faille, un cyclope tente d'attaquer le héros. Le gamin sourit, sachant qu'il est sur le point de se faire encore plus d'argent. Son coup de poing atterrit en plein sur la joue du cyclope, lui fracassant le visage, mais ça ne l'achève pas, ce qui fait réaliser à Seo que celui-ci est coriace. Alors quand le cyclope le charge, le gamin décide de tester une nouvelle technique. Il marche sur le bras du monstre et lui donne un coup de pied en plein visage, mais le gros monstre musclé va toujours bien, et maintenant il est furieux. Alors juste au moment où le cyclope allait frapper le gamin, Seo a ouvert son sous-espace, et son poing a tapé dans le vide. Puis sa main a jailli d'un autre sous-espace, frappant violemment l'arrière de sa propre tête. Seo réalise que ce n'est pas efficace en plein combat parce que le coût en mana est bien trop élevé. Puis la nouvelle tombe, la faille de Maru Sud a été fermée. Daniel n'arrive pas à croire qu'elle ait été fermée en seulement 8 heures, et que l'argent ait été déposé sur le compte de Seo. À ce rythme, ils vont engloutir des milliards en seulement quelques jours. Le président réalise qu'ils ne peuvent pas le laisser tout rafler. Mais s'il paie en retard, Seo risque de tout plaquer. Daniel leur ordonne d'appeler immédiatement tous les héros de rang A et de rang B des environs et de former une équipe pour rivaliser avec lui. La récompense sera de 10 millions $, et ils auront un soutien total. Maintenant, c'est Seo Dojin contre l'Alliance internationale des héros. Quel camp fermera le plus de failles? Kang a déjà reçu le message, et son assistant dit que les rumeurs selon lesquelles les rangs S sont morts rendent tout le monde nerveux. Puis le gars dit que 10 millions ce n'est pas grand chose, mais comme ça sera facile, peu importe. Il réalise qu'ils y vont tous ensemble en équipe, ce qui craindra s'ils finissent coincés avec Seo. Mais il remarque alors que le nom du morveux n'est pas sur la liste. Celui de Yin Jouyang non plus. C'est suspect. Pendant qu'il marche, la fille demande au protagoniste si l'association paie vraiment correctement. Elle dit que les paiements doivent être un énorme fardeau, alors ils ont rassemblé tous les autres héros. Yin pense que le gamin est généreux, et que c'est l'association qui est sournoise. Ils ont déjà mis de côté les fonds qu'ils ont promis à Seo, donc l'argent n'est plus le problème. C'est autre chose. Tout comme l'association brésilienne s'y attendait, la compétition a donné des résultats rapides des deux côtés. À 15 heures, la faille à 0,35 a été fermée par Sayo et la guilde de la fleur de soie. À 17h10, la faille C012 a été fermée par l'Alliance des héros.
Un rang S et 5 rangs A légèrement blessés, et 2 rangs A gravement blessés. À 21h50, la faille à 037 a été fermée par Sayo seul. Et avec les choses avançant à ce rythme, plusieurs jours ont passé, et tout le monde à l'association a des cernes sous les yeux. Les failles de mana noire sont fermées rapidement, mais les normales sont ignorées. Les agents surveillent les choses 24 heures sur 24, mais n'importe quoi pourrait arriver à tout moment. Et puis tout d'un coup, CO Dojin et les héros ont enfin fait quelque chose. La faille B041 a été fermée, et c'était enfin terminé. L'assistant dit à Daniel que chaque faille dans un rayon de 500 km de Santarém a été fermée. Toutes celles de mana noire ont été scellées, mais il reste encore quelques failles normales qui pourraient être gérées en une journée. Il y aura une petite fête pour les héros et les agents qui se sont défoncés au travail. Là-bas, Zan va voir le président pour lui dire au revoir car il rentre en Corée. Daniel dit qu'il y a encore un tas de failles. Ils devraient terminer l'opération. Ils disent que leur équipe a été assignée à Santarém dès le début. Maintenant, ils doivent rentrer chez eux. Le président insiste pour qu'au moins ce reste, et il demande à parler au gamin en privé. Yoon dit que le gamin a déjà gagné une tonne d'argent et récupéré beaucoup de matériaux, donc il devrait juste partir. Mais peut-être que la fille veut juste rester près de ceux. Le gamin arrête de parler à Daniel et va retrouver le renard blanc. Ensuite, John insiste pour que Yoon aille voir s'il flirte. La fille aux cheveux violets entend la femme dire à Castle d'y réfléchir attentivement parce que c'est une super opportunité pour lui. L'héroïne commence à devenir paranoïaque en pensant qu'elle l'a appelé pour lui demander de vivre avec elle. Gloria dit qu'elle attendra sa réponse, et se dit qu'il va y réfléchir. Hume remarque que la femme est magnifique, mais l'expression du gamin est la même que d'habitude. Peut-être que le mec est impuissant. Se revient et demande à Gloria de l'inviter au marché de l'or. Yin sait que c'est une vente aux enchères annuelle pour l'élite organisée à Las Vegas, mais elle ne comprend pas pourquoi le gamin voudrait y aller. Mais la femme dit que la condition est qu'ils doivent aller chez elle une semaine avant. Ça rend la fille folle de jalousie. Gloria dit qu'il peut y réfléchir et lui envoie l'invitation VIP. Puis Kang s'approche et parle du fait que la belle coréenne et la belle américaine sont toutes les deux entre les mains de ceux. Yoon sait que le gars essaie de foutre la merde. L'homme rit bruyamment et attire l'attention de tout le monde, puis dit qu'il ne prépare rien. Il veut juste présenter un ami, et c'est Takashi qui pour une raison quelconque est déjà sorti de l'hôpital. Daniel n'a pas invité le japonais à cause de trucs comme ça. Sei dit qu'il a l'air d'aller mieux, et Takashi dit que grâce au morveux, il a vécu une expérience précieuse. Nerveux, le président dit que le héros s'est rétabli. Il ne pensait pas que le gars Sen sortirait, alors il ne l'a même pas invité. Et il dit qu'il y a un canapé confortable juste là pour qu'ils s'asseyent et pour qu'ils puissent tous les deux discuter correctement. Kang pète les plombs à cause de ça. Son plan hyper minutieux n'a pas marché. Le gars dit que Takashi devrait vraiment se reposer parce que les blessures que c'est lui a infligées doivent encore faire mal. Il demande même si Takashi a reçu des excuses. Puis se demande à Takashi si les Yakuza sont des ordures. L'homme n'arrive pas à croire que le morveux ait vraiment dit ça. Totalement intrépide, le gamin le répète et ajoute qu'il n'apporte rien à la société. Takashi a l'air sur le point de l'attaquer, et Kang essaie de l'arrêter, mais le japonais le dévisage avec ce regard affamé. Il lance un enregistrement vocal. C'est quelqu'un qui dit qu'il y a une certaine personne au Brésil qui doit être éliminée. C'est Dojin. Ils doivent juste s'occuper du gamin à l'intérieur d'une faille. Et, aussi, puisqu'ils sont au Brésil, ce serait pas mal de choper quelques bombes. Le gars veut en profiter pour draguer Gloria ou Yin Joyon parce qu'elle donne l'impression de n'être jamais sortie avec personne. Seo ne pensait pas que les yeux de lynx seraient aussi efficaces. Kang Yongpyo a choisi le mauvais adversaire. À partir de maintenant, il va souffrir très lentement jusqu'à ce qu'il souhaite être dans un cercueil. L'homme dit que ce Yakuza a tout gâché, et il lui assène un solide coup de poing dans le ventre, ce qui l'a probablement achevé. Kang prend la fuite, et Daniel leur dit de le poursuivre. Yoon crie que Seo devrait l'attraper, mais le gamin ne bouge même pas. Il aurait pu empêcher tout ça. C'était décidément une nuit choquante. L'incide s'est propagé dans le monde entier en un instant et a durement frappé la Corée et le Japon. Les deux associations de héros sont restées silencieuses, tandis que les médias ont fouillé toutes sortes d'histoires sur Kang et Takashi, et on n'est évidemment pas contente du tout. Après avoir saccagé toute la maison comme n'importe quelle fille de riche en colère, elle demande ce qui est arrivé à Kang Yongpyo. Le chauve lui dit que Interpol et l'Alliance mondiale des héros sont à ses trousses, mais apparemment, ils ne l'ont toujours pas attrapé. On est à cran et espère que ce type mourra en essayant de résister. Ensuite, elle demande s'il reste des détails à régler, mais tout a déjà été pris en charge. Quelque chose la tracasse, et c'est sur ce téléphone parce que c'est personnel, et seule sa famille connaît le numéro. Mais il y a un message récent. C'est de Kang, lui disant de coopérer, ou il fera fuiter les preuves. Elle hurle qu'être liée à Yongpyo est un désastre, et elle jette un vase sur le chauve parce qu'il est trop lent. Alors qu'il quitte la pièce, il tombe sur Seo Kyung-chul, le père de Honeju. Elle est choquée de voir son père ici et ne sait même pas quoi dire. Puis elle se prend immédiatement une gifle en plein visage. Il lui demande si elle pense que son père n'est qu'un vieil homme en train de pourrir, et elle s'en prend une autre pour que le message passe bien. Kyung-chul lui demande si elle pensait vraiment qu'il ne le découvrirait pas. Elle a dit à Kyung de tuer Seo Tujin. Leur lignée a produit un héros de rang S. Le vieil homme veut vraiment que le garçon revienne à la maison. Il ne supportait pas de voir le groupe rival grandir grâce à Jang Sung Kao,
mais maintenant il a sa chance lui aussi. Mais d'abord, ils doivent décider tous les deux comment elle va nettoyer le pétrin qu'elle a causé. Tandis que tout tournait au chaos autour de Kang Yong-pyo, le groupe de Seo est rentré en Corée. Le gamin a gagné une tonne d'argent et a les matériaux pour l'épée. Mais Yin est curieuse à propos d'une chose. Le gamin a-t-il laissé Kang s'échapper exprès? En souriant, le protagoniste répond que oui, et que cela mènera à la prochaine étape. À Séoul, sa petite sœur s'empiffre de hamburgers. Parce que lorsqu'il est rentré chez lui et a vu sa famille, il a été choqué. La santé de sa grand-mère s'était vraiment dégradée. Elle ne l'a pas emmené à l'hôpital ni rien dit à son frère parce que, eh bien, ce n'est qu'une petite fille. L'argent que Seo a obtenu provenait du fait qu'il risquait sa vie, donc grand-mère ne laisserait pas Yoon l'utiliser à la légère. Seo lui explique qu'aller à l'hôpital parce qu'on est malade n'est pas un gaspillage d'argent. Il murmure à l'oreille de la vieille dame qu'il est allé au Brésil et a gagné beaucoup d'argent, donc il va prendre soin d'elle. Avec sa grand-mère à l'hôpital, il lui rendait visite tous les deux chaque jour et mangeait des hamburgers après. Et le jour même, Seo est allé voir l'artisan, qui l'a félicité parce que le cœur du croco bleu est en parfait état. Donc l'épée sera encore plus exceptionnelle. Ça prendra 3 semaines, et l'homme s'y met tout de suite. Le héros veut demander une chose de plus en dehors de l'épée. Il sort de la soie de Velcora de son sac à dos, ainsi qu'un sac de poison. Le vieil homme doit en faire une armure, mais à la taille de sa petite sœur. La défense d'une armure en soie de Velcora est dingue, et des tonnes de héros adoreraient la voir. Alors l'artisan demande si sa sœur est une héroïne, mais Seo veut que ça ressemble à des vêtements normaux. Ce n'est pas pour se battre. Mais le vieil homme dit que les enfants grandissent très vite, donc elle ne pourra la porter que pendant 2 ans maximum. Ensuite, Seo sort une petite bouteille de liquide vert de son sac à dos. C'est de l'extrait de talapu. Si on le mélange avec les tissus, ça rend le tout extensible. Le talapu est un monstre de type plante super commun. Le vieil homme ne le savait même pas et demande où le gamin a appris tout ça. Seo répond que c'est sa deuxième vie. Après ça, une personne mystérieuse marche dans la ville. Il entre dans un café en sous-sol et dit que le propriétaire doit avoir bon goût. Il est venu rencontrer quelqu'un et voulait que les choses restent discrètes. L'homme à lunettes est Park Sung-wook, 52 ans, un ancien secrétaire de direction qui travaille maintenant en indépendant. Il est là pour rencontrer Seo Do-jin, et d'emblée, il dit que le gamin fait la une des journaux. Seo a eu son contact grâce à Yin Joae, qui a dit que Park aidait les héros quand ils voulaient régler des affaires discrètement. Park affirme qu'il peut tout faire tant que ce n'est pas illégal et commande un espresso. Seo lui dit qu'il veut construire une maison, et Park réagit en se disant que ce ne sera donc rien de normal. Seo explique qu'il veut que ce soit la maison la plus sûre au monde, à Séoul, avec un budget de 500 milliards de wons. Park recrache son café sur le gamin, et Seo lui demande si c'est la première fois qu'il gère un tel budget. Park répond qu'avec une somme pareille, ce n'est plus une maison. C'est un château, ce qui pique d'ailleurs l'intérêt de Seo. Alors Seo propose un budget encore plus énorme, 1000 milliards de wons. Park lui demande si Seo sait seulement quelle est la maison la plus sûre de Corée en ce moment. Seo devine que c'est la propriété du président Yoon à Gangnam, et il a raison. Elle a coûté 110 milliards de wons, et le terrain seul vaut probablement dans les 80 milliards. Seo peut donc définitivement faire quelque chose de complètement fou. Mais à Gangnam, ce n'est pas réaliste car on ne peut pas vraiment y acheter de terrain vu qu'aucune faille ne s'y est jamais ouverte. Donc, ouais, tu peux construire la meilleure maison, mais pas dans le quartier le plus sûr. Mais Seo affirme que l'endroit le plus sûr n'est pas Gangnam. Seuls ceux qui y vivent disent ça. C'est en fait une illusion créée par les médias. Le fait qu'il ne s'y passe rien n'est qu'un coup de chance. Même dans le monde en ruine où les règles étaient différentes, les failles apparaissaient partout. Seo veut un terrain dans le district de Guro, mais Park précise qu'il y a eu une faille là-bas il y a quelques années, et une à Mapo récemment aussi. Mais Seo veut Guro uniquement parce que c'est tout près. Puis nous voyons cette effrayante faille rouge. Un dragon en sort, l'air confus, et juste après, Seo Do-jin le met en pièces. Sa nouvelle épée est bien meilleure qu'il ne s'y attendait. L'artisan déclare avec assurance que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais forgée, et qu'il ne fera rien payer car Seo a fourni tous les matériaux. Mais Seo avait de toute façon déjà envoyé l'argent, 1 milliard au total, parce qu'il n'aime pas être redevable envers les gens. La vérité, c'est que l'épée vaut plus de 100 milliards. La chasse va devenir ridiculement facile maintenant. Après avoir rencontré Park Sung-wook et pris sa décision pour la maison, Seo passe des semaines concentrées sur la chasse dans les failles. Pendant qu'il marche avec sa sœur, elle se réjouit que grand-mère sorte de l'hôpital dans quelques jours, et se plaint que son frère soit hyper occupé ces derniers temps. Mais là, un type intervient en disant, « Eh bien, vous n'avez donc plus besoin de rendre visite à la vieille dame tous les jours. » L'homme a été envoyé par Seo Kyun Chul, et il exige que le gamin monte dans la voiture. Seo dit à Eun-young de fermer les yeux, et la voiture de ce type est sur le point de finir tout droit à la casse. Seo lui ordonne de dégager et de ne jamais revenir. Seo explique à sa sœur que le type essayait de les séparer, et la petite fille lui demande si elle peut faire la même chose si quelqu'un tente de les éloigner. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, car son petit frère Sen occupera et tuera tout le monde. Jun et Yin dînent ensemble, et discutent de la maison que leur ami va acheter. Yin dit à la fille aux cheveux violets qu'elle devra déménager plus près de lui, et Yin commence à devenir parano à l'idée que Gloria lui vole son homme. Puis Jun dit qu'elle veut aussi déménager plus près de Seo. Yin pense qu'elle plaisante,
mais ce n'est pas le cas. Mais pas pour la raison que Yin s'imagine. C'est pour le bien de la guilde et pour la rendre plus forte. Seo est à un tout autre niveau comparé au rang S. Ce serait intelligent d'avoir un bureau de guilde près de chez tout le monde, et c'est ainsi que toutes les deux décidèrent de devenir les voisines du protagoniste. De retour au quartier général, Tawang dit que le gamin a refermé 9 portails en 2 semaines. Puisque la récompense n'est pas donnée, le vieil homme l'a convoqué pour comprendre ce qu'il se passait bon sang. Il suppose que le gamin pense que la Corée va devenir aussi dangereuse que le Brésil. À cause de ça, Seo a été payé plus de 45 milliards. Mais le gars dit juste que c'est parce que c'est juste devant lui, et qu'il a besoin d'argent pour construire une maison. Et il a aussi une question sur la construction. Parce qu'après ce jour-là, un tas de transactions ont commencé à se faire autour de son terrain. D'abord Yeon et Zeng, puis Taewon et les membres de la guilde. Et très vite, même des héros et des spéculateurs s'y sont mis. Pendant ce temps, Kaiwon continue de dire que le sang ne ment pas. Le vieil homme a découvert son achat et leur a fait racheter tous les terrains aux alentours. Les rumeurs n'ont cessé de gonfler, attirant plus d'acheteurs, et les prix ont explosé. Mais Seo avait déjà assuré sa part. Le plus bizarre, c'est que la maison est bien trop petite pour un terrain aussi immense. Apparemment, l'espace supplémentaire sert à sécuriser les lieux, une structure arrondie avec un mur d'enceinte. Comme ça peut être construit rapidement, et Taewang s'occupera de la paperasse. L'instant d'après, notre héros est déjà dans une porte, et Taewang aborde la demande de Seo de dompter des monstres, ce qui l'a totalement pris au dépourvu, car personne ne l'avait jamais fait. Mais le vieil homme lui a donné la permission d'élever des monstres sur ses terres. Le plus fou, c'est que le sale gosse veut élever des quasi-riens, et il est déjà en train d'en capturer un. 1 heure plus tard, le monstre est presque en miettes et épuisé. Seo le caresse et dit qu'il reviendra plus tard. Tôt le matin, Seo appelle Yin pour lui demander un service. Il veut savoir si le marchand de pierre vend de la poussière de pierre magique, mais la fille répond que l'énergie se dissipe quand elle est réduite en poudre. Devant une porte, le protagoniste dit qu'il en a besoin, mais la fille aux cheveux violets n'arrête pas de poser une tonne de questions. Pendant ce temps, on construit le mur autour de la maison. Les gardes qui protégeront l'intérieur seront amenés quand la construction sera presque terminée, et il y a aussi un dispositif pour amortir les chocs extérieurs, comme les séismes. Pour faire ça, notre héros va avoir besoin de poussière de pierre magique, alors il affronte un énorme cyclope. En utilisant son sous-espace et son épée démentielle, il active la 3e forme d'épée de la famille Bandian, Spirak Freto, Katasut, ce qui fait rougeoyer sa lame. C'est une spirale de destruction dissimulée dans cet éclat. Le cyclope n'a jamais rien vu de tel de son œil unique. Une tonne de trous béants sont percés dans le monstre, et il obtient une pierre magique violette. Ensuite, il la brise en petits morceaux et la stocke dans un bocal. Mais en y repensant, les portes sont aussi des chocs extérieurs. Peut-être qu'il peut aussi les amortir. Ce serait incroyable. Pendant que Seo Jun était occupé à nettoyer des portes et à rendre visite à sa grand-mère, une sacrée nouvelle est tombée, le gamin est le petit-fils du président Kyun Chul. C'était le plan du vieil homme. Maintenant, tout le monde va voir Seo comme son petit-fils. Les gens disent qu'ils savaient qu'un truc clochait. Un gamin aussi jeune qui devient de rang S. C'était sûrement grâce à l'argent, vu que c'est un fils à papa. Le protagoniste commence la conférence de presse en disant qu'il est né enfant illégitime et a été abandonné quand il était petit, et il continue, racontant son histoire, la vraie vie de Seo Dojin. Même les sceptiques ont commencé à voir des publications de ses amis d'école et de ses anciens patrons qui ont été interviewés, alors les gens ont commencé à ressentir de l'empathie pour le gamin. À cause de ça, l'action du groupe du grand-père a chuté de 30% en un instant. On voit l'original demander à ce que sa grand-mère et sa sœur soient en sécurité. Bientôt, cette promesse deviendra réalité. La plus grande et la meilleure sécurité au monde. Tout est pratiquement réglé, mais Kang rôde toujours. Pour l'instant, il s'apprête à foncer droit dans un piège. La dernière chose à régler, ce sont les portes qui peuvent apparaître de nulle part. C'est pour ça qu'ils font d'abord l'extérieur, pour scène protégée. Le gamin paie double pour pouvoir s'installer plus tôt, donc tout sera fini dans 10 jours. Et Seo a été très clair, personne n'a le droit d'entrer ce soir. Il jette toutes les pierres magiques qu'il a récoltées dans son sous-espace, accomplit un rituel intense, disperse les pierres autour de son terrain et trace cet immense symbole lumineux sur le sol. Ce sont toutes des pierres de la meilleure qualité possible, et leur poussière empêchera toute variable inattendue de se produire. Maintenant que la base est prête, le protagoniste va aller chercher les gardes. Pendant ce temps, dans un parking, on se dispute avec Kang, car s'il avait le temps de la menacer, il aurait dû l'utiliser pour tuer Seo à la place. La femme a créé de fausses identités. Elle sait se débrouiller pour lui trouver une planque et tout. Maintenant, elle veut la tête du sale gosse. Le héros explique qu'il a fini de s'inquiéter des gens qui l'ont rendu ainsi et qu'il se concentre uniquement sur le gamin. On me demande s'il a peur du jeune, et Kang lui dit de la fermer et de rester caché, parce que les combats entre rangs S ne sont pas une blague. Pour bien faire, il devra prendre la petite fille et la vieille dame en otage, mais le gamin ne quitte pas sa famille. L'homme est prêt à décimer toute sa famille s'il le faut, et elle demande encore s'il a peur. La saisissant par le cou, Kang hurle qu'il tue toujours les gens qu'il dit qu'il va tuer. Seo Dojin ne peut pas protéger sa famille pour toujours. Au moindre faux pas, ils deviendront sa proie. Si on a compris ça,
elle va la fermer et ne pas s'en mêler, parce que l'homme a dit qu'il y arriverait quoi qu'il en coûte. Dans un château sinistre, il n'y a que des chevaliers de la mort. Il n'y a pas vraiment de différence entre le boss et les monstres. Ils sont 3 à la porte, et ils ne sont pas faciles à chasser. Vu qu'ils n'ont pas de corps physique et ne ressentent pas la douleur, si on ne tranche pas le noyau de leur âme, ils ne tombent pas. Les chevaliers de la mort conservent les compétences apprises quand ils étaient humains, et chacun frappe fort avec son propre style. Les combattre à main nue serait un manque de respect. C'est le premier combat vraiment intense pour notre protagoniste. Mais le dieu de l'épée adore évidemment les combats à l'épée. Il tient une épée depuis qu'il a appris à marcher. Seo Dojin va utiliser les techniques secrètes de la famille Bandian, et sans recourir à aucun autre art martial, il va nettoyer la zone en utilisant que sa maîtrise démentielle de l'épée. Ce petit défi qu'il cesse de lancer est plutôt amusant. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul chevalier de la mort parmi les normaux. Le gamin savait qu'il y en aurait un plus fort. Malgré tout, cela le déçoit. Ce n'est qu'un élite qui attaque avec tout ce qu'il a. La différence de tranchant de sa lame est évidente. Notre protagoniste apprécie vraiment ce combat. Les attaques sont bonnes, nettes, précises et sanguinaires, et celui-là va devenir le garde de Seo Dojin. Il a obtenu 5 gardes d'élite en 2 jours, et c'est suffisant pour le moment. Il a juste besoin d'un chien de garde. Kizurion est furieux contre cet humain et lui ordonne de sortir de son nid, mais Seo n'est pas là pour plaisanter aujourd'hui. Fou de rage, le monstre le traite de sale gosse arrogant, mais il réalise ensuite que cet humain est à un tout autre niveau. Il est incroyablement fort. L'instant d'après, le gamin chevauche Kizurion et sort de la porte en volant. La bête est confuse parce que sa place est à l'intérieur, mais elle n'a pas le choix. Dehors dans les rues, les gens sont terrifiés en voyant Kizurion voler au-dessus de leur tête. Seo dit à la créature de faire attention et de ne pas percuter les bâtiments. On dirait qu'il est sur le point de se rebeller, car c'est humiliant. Alors il pousse un rugissement qui manque d'éclater les tympans des civils. Le protagoniste dit au monstre d'arrêter d'effrayer les voisins et de voler silencieusement, et il survole les îles Mariannes dans l'océan Pacifique jusqu'à atteindre les failles qui s'y manifestent. Si l'une d'elles s'ouvre sur une île isolée et que les vagues de monstres continuent, l'endroit se transformera en repère de démons, exactement comme celui-ci. Ensuite, Seo dit à Kizurion de tuer tout le monde là-bas, de la manière qu'il veut. Une bagarre massive entre géants et monstres éclate, et toutes les pierres magiques reviennent au petit malin. Il va tout le temps le sortir pour le promener. Peu de temps après, la maison de Seo Dojin est enfin prête. Un sous-sol et 3 étages avec les meilleurs systèmes technologiques. Grand-mère dit que ce n'est pas une maison mais un palais, et demande ce qui dort dans la cour. Seo Dojin répond que c'est comme avoir une poule dans une ferme. Il dit à la petite qu'elle peut s'amuser avec tout ce qu'elle veut dans leur nouvelle maison. Ensuite, Yin remarque une énergie sinistre au sous-sol et lui demande s'il élève autre chose que Kizurion. Mais le jeune homme lui précise que ce n'est rien de dangereux. Il la remercie d'avoir veillé sur elle pendant son absence et l'invite à dîner le week-end. Rien que tous les deux, en tête-à-tête. Sauf que ce week-end-là, ils avaient déjà prévu d'aller au parc d'attractions avec Yoon Young. Il était tellement concentré sur la chasse qu'il avait oublié, alors Yin demande à les accompagner. Alors qu'ils se promènent dans le parc, les gens chuchotent en voyant 2 rangs S ensemble. Ils s'éclatent sur tous les manèges. À la fin de la journée, Seo remercie Yin de toujours prendre soin de sa famille et lui demande de continuer à le faire. C'est comme s'il l'avait pratiquement invité à vivre avec eux. Dans la voiture du retour, Seo ressent une intention meurtrière et sait exactement de qui il s'agit. Yin va veiller sur la petite pendant qu'il s'en occupe. Notre héros saute de toit en toit jusqu'à atteindre sa maison. Malheureusement, Kan est déjà à l'intérieur, en plein combat contre Kizurion et les chevaliers de la mort. Seo pensait que ce type attendrait qu'ils soient tous les deux sortis pour s'en prendre à sa grand-mère. Son ennemi est en difficulté et ne remarque que maintenant la présence du jeune homme. En plus de se prendre un poing en plein visage, notre protagoniste se moque de lui pour ne pas avoir esquivé. Il encaisse ensuite un violent coup de pied dans le ventre. Kan finit par réaliser que le niveau de Seo est monstrueux, même s'ils sont tous les deux de rang S. Son ego en prend un coup. Un combat frontal étant impossible, il décide de s'en prendre plutôt à la famille du protagoniste. Le type boit une étrange potion rouge, puis son bras gonfle pour atteindre plusieurs fois sa taille normale. Seo sait que c'est l'élixir des Océanus, qui confère le bras gauche d'un titan, mais qui ne s'utilise qu'une seule fois. Le gamin lui demande s'il a vidé ses poches au marché noir pour ça. Kan hurle qu'au lieu de faire le malin, il ferait mieux de protéger la vieille. Il espère que lorsque la maison s'effondrera à cause du séisme, le morveux courra pour la sauver. Mais Seo lui répond que Kan a utilisé un petit peu son cerveau pour une fois, et que ça ne l'a même pas aidé. Il évoque la poussière de pierre magique qui absorbe les chocs, sa grand-mère ne craint donc absolument rien. Désormais, son corps va payer le prix fort pour avoir voulu s'en prendre à sa famille, puis il reçoit un coup monumental sur la nuque. Suivi d'un coup de pied sur le flanc. Yin et les agents de sécurité arrivent et empêchent la petite fille de regarder. Kan Yongpyo survit de justesse et se retrouve livré à l'association des héros. Peu après, le Seo Dojin d'origine apparaît dans ses rêves et le remercie d'avoir exaucé son souhait. Le dieu de l'épée a fait bien plus qu'il ne l'avait demandé. Alors que peut-il faire pour tout lui rembourser? Mais il n'y a rien à rembourser. Le lendemain, Yin lui demande s'il a bien dormi, et il sourit, réalisant qu'il a enfin trouvé le bonheur ici.